Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets d'investisseurs, l'émission où on décrypte les stratégies gagnantes pour bien investir, pour bien gérer son patrimoine. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un focus vraiment complet sur l'assurance vie. Donc le placement préféré des Français, à quoi ça sert, son rôle pour l'épargne d'un Français, son but dans une stratégie patrimoniale, ses frais, ses pièges, ses limites, ses avantages. Vraiment, on va essayer de tout couvrir. Et pour parler de ça, je suis avec Yves Conan, donc ancien banquier privé, puis directeur général de Lynxea. Bonjour Yves. Bonjour Mathieu, merci de m'inviter aujourd'hui. Avec plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter peut-être ton parcours, présenter aussi Lynxea? Écoute, moi je suis marié, 50 ans, père de 3 enfants. Investisseur depuis assez longtemps. J'ai commencé en banque privée, avec un parcours en France et à l'international. Ensuite, j'ai rejoint la Société Générale et Morgan Stanley au sein de salle de marché où j'étais en charge de la distribution de produits structurés, une petite famille de produits qu'on peut retrouver au sein des contrats d'assurance vie. Et puis, avec mon associé Antoine Delon, on a eu la chance de pouvoir reprendre Lynxea, qui était un des pionniers de la distribution de solutions d'épargne en ligne en 2015. Et c'est une société qu'on essaye de développer avec énergie et bonne humeur depuis cette date. À quoi ça ressemblait Lynxea en 2015? Donc, Lynxea en 2015, c'était déjà une communauté de 18 000 épargnants, à peu près 800 millions d'euros d'actifs confiés sous format de courtage, puisque Lynxea est un courtier en ligne. Et aujourd'hui, Lynxea, c'est à peu près 125 000 clients, 4,3 milliards d'actifs sous gestion et à peu près 25 000 nouveaux clients cette année. C'est une dynamique qui est vraiment très forte. Et voilà, on espère évidemment qu'on pourra peut-être devenir un jour la marque préférée d'épargne des Français. En tout cas, vous êtes déjà une référence dans, j'ai envie de dire, le courtage en ligne de l'assurance vie, avec des frais très faibles, de très bons contrats. C'est pour ça aussi que je t'ai invité aujourd'hui. Rentrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui l'assurance vie, placement préféré des Français, je l'ai dit, je crois qu'il y a plus de 2000 milliards d'encours sur l'assurance vie. C'est énorme. Donc, décryptons ensemble ce produit, ce placement, ce contrat d'épargne plutôt. Qu'est-ce qu'une assurance vie? Est-ce que tu peux expliquer à quoi ça sert? Alors, tu as bien résumé la chose. Le nom le dessert un petit peu. Très souvent, un épargnant novice confond assurance vie, assurance décès. C'est l'assurance de son prêt immobilier. Quand ça va mal, on le rembourse. Et effectivement, moi, je préfère parler de contrat d'épargne et de transmission. C'est-à-dire que c'est à la fois un produit qui te permet d'épargner en toute simplicité. Tu verses ce que tu veux, comme tu veux. C'est globalement le réceptacle idéal au-delà de l'épargne de précaution pour faire fructifier son épargne. Cet argent, contrairement à des idées reçues, donc on reprendra peut-être un petit peu plus tard, tu peux le récupérer à tout moment. Si tu as des gains, tu paieras un petit peu de fiscalité, mais ça reste très doux. Et puis ensuite, avec le temps qui passe, si un jour il t'arrive un pépin, la partie transmission permet globalement de faire passer cette épargne constituée à qui tu veux, comme tu veux, avec une souplesse qui est là aussi extrême. Et c'est pour ça que c'est un placement qui a rencontré un succès extrêmement fort dans le cœur des Français. Tout à fait. Donc, ça sert à épargner, capitaliser, transmettre. On peut placer à court terme sur une assurance vie. Il y a le fonds euro, on va reparler de ce qu'on peut mettre dans une assurance vie. On peut placer à plus long terme, on peut mettre de la bourse, de l'immobilier papier. On peut mettre beaucoup de choses. Quels sont les avantages pour toi de l'assurance vie? Le premier, c'est la fiscalité. C'est-à-dire qu'en clair, c'est une sorte de petit réservoir. Quand ton argent est placé et qui fructifie, tant que tu ne touches pas à cet argent, il ne subit pas de fiscalité. C'est pas pour autant que tu vas pas pouvoir le gérer en continu. C'est-à-dire que tu peux investir 100 euros sur des produits en action, faire beaucoup de gains, les sécuriser, rechanger. Tant que ça fructifie au sein de l'assurance vie, tu ne payes pas de fiscalité, contrairement à une détention que tu pourras avoir en direct, qui viendrait gréver par la fiscalité successive que tu vas avoir à mettre en place. C'est une enveloppe capitalisante, contrairement au compte titre. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un impact qui est très puissant parce que quelqu'un qui investit sur des supports dynamiques sur le long terme avec des rendements élevés, si on vient prendre 30, 35, 40%, si en plus de ça la fiscalité vient augmenter, ça a un impact sur l'effet boule de neige des placements. Donc ça, c'est vraiment un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on a un choix énorme pour investir. Je ne vais pas dire que c'est un supermarché quand on a des contrats de bonne qualité, mais on n'en est pas loin. Et on peut trouver vraiment chaussure à son pied pour trouver le niveau de risque qui convient avec le niveau de rendement qui va en face. Mais justement, du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre dans son contrat d'assurance vie? On peut quasiment tout mettre. Donc, c'est assez extraordinaire. Si je dois faire un petit panel, globalement, on va commencer par peut-être la brique la plus simple, qui est le fonds en euros. Le fonds en euros, c'est un actif qui est extraordinaire et ça n'existe qu'en France. C'est le seul pays du monde qui a un actif de ce type-là. C'est un support d'investissement capital garanti qui permet d'être certain, en fin d'année, de récupérer
la mise qu'on a investie, plus un rendement additionnel qui est globalement relativement constant en fonction des années et qui aujourd'hui se situe entre, on va dire, 2% pour l'année dernière pour les rendements les plus faibles et jusqu'à 3,5% pour les rendements les plus élevés. Donc ça, c'est vraiment le prolongement naturel d'un livret A, d'une épargne de précaution. Globalement, on se dit, voilà, moi j'ai 2-3 mois de trésorerie de côté. Au-delà, je peux peut-être faire d'autres choses. Globalement, c'est un véhicule pour ça qui est fantastique. On peut prendre le fonds en euros comme, on va dire, première brique de diversification de famille de produits. Et puis après, on peut faire des produits obligataires, des produits actions, des produits de private equity, des actions. Enfin voilà, on peut trouver de la totalité de la galaxie quasiment des supports d'investissement. Si ça te va, on peut rentrer un peu dans le détail de ces supports d'investissement. Bien sûr. Donc, fonds euros, typiquement, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Comment l'assureur il gère ça? La particularité d'un fonds en euros, c'est que l'assureur à qui tu vas confier de l'argent va pouvoir l'investir sur des produits obligataires, des produits actions, de l'immobilier, du private equity. C'est-à-dire qu'il va au fond investir à peu près sur les mêmes supports que toi tu vas pouvoir acheter en direct. La seule différence, c'est qu'il sait que les investisseurs ont une durée de détention de l'épargne chez eux qui est assez longue. Et du coup, le régulateur lui dit, écoute, c'est simple, si de temps en temps tu fais des moins-values, je vais pas t'obliger à les comptabiliser. C'est-à-dire que tu vas pouvoir les comptabiliser toujours à leur valeur d'origine, ce qui leur permet globalement de ne pas avoir à matérialiser une moins-value, comme toi tu pourrais l'avoir sur ton compte titre, ton PEA ou ton assurance vie. Et cette visibilité, globalement, elle va leur permettre de délivrer un rendement moyen, y compris si un actif est en moins-value. Ça permet de lisser en fait la performance sur la durée. Et en fait, on va se concentrer surtout sur les rendements qui vont être délivrés par ces actifs et non pas la valeur. Par exemple, s'ils ont investi sur des actions, que temporairement le marché pour une année est fortement négatif, mais que ça verse des dividendes, les dividendes ne vont pas être épongés par les moins-values. Et ils vont pouvoir être en mesure de distribuer des dividendes sans toucher à cette notion de garantie de capital. Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que le client, il a un produit qui est complètement liquide à tout moment. C'est ni plus ni moins qu'une sorte de gros compte bancaire rémunéré par l'assureur. Et du coup, ils investissent quand même majoritairement en obligations, en général. Et du coup, ces obligations, il va y avoir des coupons, ça qui va aussi générer du rendement. Exactement. Donc, même si l'obligation elle perd de la valeur sur sa valeur frontale, voilà, parce que les taux évoluent, il y aura quand même les coupons et c'est ça qu'on va surtout regarder. Exactement. Donc, sur les fonds en euros, pour les clients plutôt novices, retenez que c'est un produit garanti, liquide, qui vous offre une rémunération généralement supérieure au livret A et à l'inflation dans des conditions normales. Pour les gens qui veulent en savoir un petit peu plus, les fonds en euros sont généralement composés à peu près à 60% d'obligations d'État français. Donc ça, c'est important, c'est que ça participe indirectement au financement du train de vie de l'État. Donc ça, c'est quand même un élément plutôt sympa de savoir que par l'intermédiaire de son épargne, contrairement à ce qu'on raconte, on finance quand même l'économie française. Après, il y a un peu d'actions, un peu d'immobilier, un peu de private equity. Voilà, mais c'est beaucoup d'obligataires avec des rendements assez sécurisés. Et il y a des moments plus propices que d'autres. En ce moment, les taux sont plutôt élevés. Donc les assureurs sont très contents de collecter et de rentrer de l'argent sur des fonds en euros parce que ça assurera probablement des revenus futurs sympathiques. Si ça te va, on va faire du plus sécurisé au plus risqué, mais qui peut amener aussi plus de performance. Donc fonds euros, très clair. Capital garanti, liquide, c'est le complément de son livret A, etc. Fonds de sécurité. Je dirais la brique au-dessus, on va aller sur le marché monétaire. Donc là, sur Assurance Vie, on peut retrouver des ETF sur le marché monétaire, des fonds sur le marché monétaire. À quoi ça sert? Dans quel cas ça peut être intéressant? Alors, il y a eu un cas où globalement les rendements monétaires étaient élevés parce que les taux étaient très élevés. Ouais. Et ils étaient parfois supérieurs ou égaux à ce qu'on pouvait avoir sur un fonds en euros. Ce qui était très vrai dans un contrat bancaire où les rendements des fonds en euros sont généralement un petit peu médiocres. Ce qui n'était pas si vrai sur les contrats en ligne, mais ça permet de s'exposer sur un support très court terme. Je ne vais pas dire quasi garanti parce que c'est une unité de compte et qu'il faut toujours être prudent, mais ce sont des rendements sur des déplacements qui tournent tous les 3 mois globalement. Donc voilà, c'était plutôt un bon complément parce que certains assureurs, à un moment donné, vous obligeaient quand vous investissiez 100 € à mettre 70% de fonds en euros et puis 30% de ces fameuses unités de compte, ces supports non garantis. Et là, c'était un prolongement parfait avec un niveau de risque qui est généralement classé à 1 ou 2 sur des risques qui vont généralement de 1 à 7. Sur l'échelle SRI de l'AMF. Exactement. Ok, très clair. Ça, on est passé sur l'étape d'après. Globalement, ça peut,
Alors, ça dépend du contexte, mais être finalement moins intéressant qu'un fonds euro qui va jouer aussi un peu plus de la performance tout en étant un capital garanti. Étape d'après, je dirais, fonds datés obligataires. Ça, c'est une classe, un produit où il y a eu aussi pas mal d'opportunités l'an dernier, encore un peu aujourd'hui. Bien sûr. Et tu peux détailler ce que c'est. Ouais, et écoute, discuter avec un copain qui me dit, tiens, et tout, j'ai vu des trucs qui ressortaient, ils vont ressortir des fonds datés. Je lui dis, quoi? Il me dit, les fonds datés, en fait, c'est vrai que c'est des produits qui étaient un peu tombés dans l'oubli. Avec des taux bas. Avec des taux très bas. Et puis, avec tout ce qui s'est passé, les taux sont remontés très fort. Et certaines sociétés de gestion ont refabriqué un véhicule qu'on appelle fonds daté. Pourquoi? Parce qu'il a une maturité. En clair, vous investissez sur un fonds d'investissement, une unité de compte. Cette unité de compte, elle a généralement une maturité donnée. Donc aujourd'hui, on pourrait dire 2030, par exemple. Donc vous savez que vous investissez sur une durée de 5 à 6 ans. Dans ce portefeuille, vous allez investir sur des obligations, c'est-à-dire des titres de dette d'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises, elles ont besoin de se financer. Elles font des crédits, voilà, comme les particuliers. Et les rendements sont relativement attractifs sur des entreprises de bonne qualité. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher des rendements moyens d'ordre de 4,5 à 5,5%. Donc, c'est plutôt sympathique. Dedans, ils vont en mettre une cinquantaine, une centaine. Donc, vous avez un panier moyen avec un rendement moyen sur une durée donnée. Et puis, une fois que c'est fait, on va garder ces obligations jusqu'à la fin. Et si tout se passe bien, que l'entreprise n'a pas fait faillite, elle vous a payé les rendements réguliers et à la fin, elle vous rembourse le capital. Donc même si on a quelques faillites sur le portefeuille total, ça peut impacter un peu le rendement. Mais généralement, ça permet à un investisseur qui s'y connaît peu de se dire « je rentre sur une durée d'investissement que je connais à l'avance, un rendement moyen que je connais à l'avance et un risque qui est bien diversifié. » Donc pour, on va dire, les gens qui découvrent de plus en plus un petit peu l'investissement, c'est un produit qui est sympathique parce que plutôt un produit de rendement, plutôt diversifié et avec des maturités qui sont généralement assez moyen terme. Voilà, donc ça c'est pareil, on en parlait au niveau des risques, c'est généralement des risques 3-4, donc ça monte un petit peu, mais c'est un produit qui est assez facile d'accès pour quelqu'un qui débute. Pour donner un ordre d'idée, souvent dans le nom à la fin, on a par exemple 2028, ou 2027 ou 2026. Donc ça veut dire qu'en 2027-2028, le fonds va être liquidé. Si tout s'est bien passé et qu'il n'y a eu aucun défaut, on va dire, on aura eu les coupons qui peuvent être capitalisés ou qui sont souvent distribués. Ils sont généralement stockés dans le fonds. Dans le fond, Voilà, et puis parfois placés sur du fameux monétaire qu'on voyait juste avant. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que quand vous rentrez dans ce produit, vous pouvez connaître la date butoir qui est généralement dans le nom du produit. Ça. Vous regardez un petit peu la fiche reporting, vous avez un rendement moyen sur lequel vous allez pouvoir rentrer. Et s'il n'y a pas de faillite, vous dites, je sais que je rentre aujourd'hui et que mon rendement moyen à terme sera à peu près ce que j'ai sur la fiche, moins les frais du fonds, moins les frais du contrat d'assurance. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, sur des supports plutôt défensifs, on peut aller chercher des rendements de l'ordre de 4,5% net de tout frais, avec un niveau de risque qui est assez contenu. Et l'idée, c'est tenir le fonds jusqu'à maturité. Et du coup, si le fonds il fluctue, il a de la volatilité, ça n'impacte pas l'investisseur puisque nous, l'idée, c'est de le tenir, d'aller chercher juste les coupons et à la fin, d'aller chercher le remboursement du capital initial. Exactement. En clair, c'est si vous ne vendez pas le produit, c'est comme votre prêt immobilier. Les entreprises qui ont emprunté à la fin remboursent leur crédit et vous ont payé le taux d'intérêt annuel et tout se passe très bien. Le seul cas de figure qu'on peut avoir, c'est que si on a une baisse très élevée des taux d'intérêt, très rapide, globalement, vous aurez une appréciation mécanique de ce portefeuille obligataire. C'est-à-dire quand les taux d'intérêt baissent, la valeur des dettes augmente. Et si vous avez tout de suite, par exemple, 2 ou 3 coupons d'avance, on peut se dire, tiens, je les ai déjà tout de suite dans la valeur du produit. Et là, il faut se poser un petit peu la question. Voilà, mais d'arbitrer, de vendre, de récupérer sa mise. Un petit peu avant le terme, si on allait un petit peu plus vite que prévu, tout simplement. Étape juste après, on va dire, fonds obligataires ou ETF obligataires. Définissons d'ailleurs les ETF, dont je parle beaucoup sur cette chaîne déjà. Peut-être toi, tu peux nous donner ta définition, peut-être avec une approche différente de la mienne, une pédagogie différente, peut-être certains comprendront mieux. Alors, pour comprendre un ETF, moi j'essaie toujours d'expliquer globalement qu'il y a une gestion dite active et une gestion dite passive. En clair, c'est la gestion active, vous avez une personne physique, ce qu'on appelle un gérant, qui va faire des choix d'investissement pour aller générer de la performance sur une thématique donnée. On va prendre les actions de grandes entreprises sécurisées. Il va acheter que des obligations. Il a dans son contrat l'obligation d'acheter ce type de produit. Et il va essayer de générer un rendement moyen. Et pour se comparer à ça, globalement, certains
certaines sociétés comme Bloomberg, comme MSCI ont créé des indices références, c'est-à-dire globalement ce que pourrait être le lévrier. C'est-à-dire que je vais prendre cette image, imaginons que vous alliez à une course de lévrier, vous avez un petit lapin en plastique qui tourne. Ce lapin, c'est l'ETF, c'est la référence, on sait qu'il va faire le tour en 1 minute, et derrière, les lévriers partent, ce sont les fameux gérants qui gèrent leur fonds. Et globalement, ce qu'on espère, c'est que le lévrier dépasse le lapin. Voilà, ça veut dire qu'on a un gérant qui va faire mieux que son indice de référence, mieux que ce qu'on appelle le benchmark. Voilà, et s'il est en dessous, globalement, c'est qu'il court moins vite. Et ça permet à un investisseur de se dire, au fond, voilà, pour évaluer la performance d'un gérant actif, je vais regarder quel est son benchmark. Et pendant très longtemps, les benchmarks n'étaient qu'une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit. Et des gens se sont dit, en fait, c'est simple, on va créer un véhicule dans lequel on peut investir, qui va répliquer ni plus ni moins que la définition de cet indice, de ce lévrier. Que le lapin. Et que le lapin, que ce fameux lapin. Et en fait, comme tout est automatisé, on arrive à des solutions qui, en termes de frais, sont très bas, puisque tout est automatisé, mais il n'y a aucune intervention de cerveau supplémentaire. Ça ne fait que répliquer les consignes. Voilà. Très clair. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que les études Spiva le montrent, sur le long terme, sur 20 ans, 90% des lévriers n'arrivent pas à battre le lapin. Et donc, le lapin, finalement, les ETF, ça peut être très intéressant pour se placer, finalement, parmi les meilleurs investisseurs, tout en étant très passif. Très passif, exactement. Alors ça, c'est vrai. Donc, la statistique, elle peut aussi varier un petit peu plus vers 75%, parce qu'il y a des grandes thématiques sur le long terme, évidemment, qui jouent, mais sur des durées un peu plus courtes, 5-6 ans, on arrive peut-être à 75%, mais ça fait quand même beaucoup de lévriers qui restent derrière. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut être un peu vigilant. C'est pour ça que dans une construction de portefeuille, on y viendra peut-être plus tard, avoir un socle d'ETF simple permet aussi à un investisseur qui débute de se faire la main, de comprendre globalement déjà comment évoluent les marchés financiers. Si on prend l'indice mondial, le fameux MSCI World, globalement, il peut se positionner sans avoir à se dire est-ce que j'ai pris le bon gérant, pas le bon gérant. C'est-à-dire, c'est un choix en moins. Et il sait que quand il va ouvrir le journal, la performance de son produit sera l'exacte réplique de ce qu'il va lire dans le journal, ce qui n'est pas toujours le cas quand on choisit de la gestion active. Très clair. Donc, on était sur les différents supports d'unités de compte qu'on peut avoir sur l'assurance vie. On a divergé. On a introduit les ETF ouais. pour justement parler des ETF obligataires maintenant. On a parlé des fonds datés. ETF obligataire, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, je vais reprendre j'espère que ça soit un petit peu plus facile. On a vu que les produits datés sont des obligations, c'est-à-dire des crédits faits par des entreprises sur une durée donnée avec un taux de rendement moyen donné. Quand vous rentrez sur un ETF, vous rentrez sur une catégorie, les grandes entreprises, les petites entreprises, les entreprises d'État, toutes les entreprises sur des maturités 5 ans ou 10 ans. Donc là, vous allez devoir choisir une thématique de rendement qui est généralement liée au risque que vous prenez en face. Si vous prenez des entreprises très risquées, ce qu'on appelle le high yield, vous espérez un rendement plus élevé que sur des investissements moins risqués de type investment grade. Voilà. Et puis ensuite, vous allez aller jouer sur la durée. Parce que généralement, plus on emprunte sur des durées longues, plus le rendement est élevé. Et si vous empruntez sur des durées très longues, sur des entreprises très risquées, globalement, c'est là que vous aurez les rendements les plus élevés. La différence par rapport aux fonds datés, c'est que ces placements qui parfois sont sur des durées moyennes de 7, 8, 10 ans, sont beaucoup plus fortement soumises aux variations des taux d'intérêt. C'est-à-dire que globalement, le timing d'entrée peut influencer de manière importante la valeur de votre investissement. Je prends un exemple. Si vous prenez une obligation d'État qui paye 3% sur une durée de 10 ans et que les taux passent de 3 à 4, la valeur instantanée de votre obligation d'État va baisser d'à peu près 10. C'est-à-dire qu'elle va se dire, au fond, je vais perdre 1% par an pendant 10 ans. C'est-à-dire que le nouvel investisseur qui achèterait à 4, il ne va pas vous acheter le truc qui paye 3 au même prix. Donc, on peut avoir des variations de fluctuations sur ces produits-là qui sont plus fortes en fonction des taux d'intérêt. Donc, sensibilité plus forte. Exactement. Donc, il faut être un petit peu plus vigilant, se renseigner un petit peu plus, et puis, au fond, avoir peut-être des réflexes inverses à ceux de l'immobilier. C'est-à-dire, en immobilier, vous vous dites, je vais faire un maximum de crédits immobiliers quand les taux sont très bas. Globalement, par les produits obligataires, il vaut mieux se dire, je vais aller chercher des rendements à très long terme quand on me dit que c'est très élevé, parce que j'ai plus de chances de voir les taux baisser que monter. Voilà, donc c'est ça. Puisqu'on joue le rôle de la banque, finalement, quand on achète des obligations. Voilà. C'est nous qui prêtons notre argent.
Exactement. Donc, il vaut mieux prêter à des taux élevés exactement. et emprunter à des taux faibles. Exactement. Donc là, voilà, il faut peut-être faire un petit peu plus attention quand on rentre sur ces produits-là parce qu'on peut avoir des variations qui sont un petit peu plus fortes. Et puis, on trouve de tout. Il y a des obligations émergentes, des obligations en dollars. Enfin, le spectre d'investissement, généralement, il peut être beaucoup plus large et avec des niveaux de risque sur les typologies de personnes qui prêtent qui sont très variées. Donc voilà, c'est là qu'on rentre dans le côté un tout petit peu plus technique. Voilà, il faut être un petit peu plus vigilant, mais si on a progressé en partant du fonds en euros jusqu'à là, avec des bonnes explications comme tu en fournis souvent, c'est des produits qu'on peut commencer à regarder de plus près. Et juste la différence aussi avec les fonds datés, c'est qu'eux ne vont pas être liquidés, il n'y a pas de date d'échéance, il n'y a pas de date finale. Et donc, il va y avoir un roulement d'obligations. Et donc, il ne faut pas s'attendre à verrouiller un certain rendement. Ça évolue avec l'ETF. Exactement. Et c'est généralement l'évolution des taux d'intérêt qui va influencer fortement la valeur des rendements. Et il faut parfois savoir sortir intelligemment de ces produits qui n'ont pas de maturité fixe, justement, comme tu l'as dit. Ouais. On va passer sur la branche juste après. Ce classement peut être discuté, hein, mais je l'ai mis dans cet ordre. SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, la pierre papier. Un bon classement. C'est un bon classement. Est-ce que tu peux nous parler des SCPI? J'en parle aussi pas mal sur cette chaîne. Mais j'ai bien aimé l'image des leviers pour les ETF. Donc, SCPI, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, SCPI, là où je trouve que ton classement est bien fait, c'est qu'on s'oriente sur des produits qui sont du moins risqués vers des niveaux de risque plus élevés. Mais pour l'instant, on n'est resté que sur des produits de type rendement. C'est-à-dire, c'est des produits qui ont vocation à distribuer des revenus réguliers. Et dans ce cadre-là, les SCPI ont cet objectif. La seule différence, c'est que le moteur de performance, le sous-jacent, sera généralement constitué d'immeubles. En clair, c'est de l'immobilier locatif packagé. Vous rentrez dans un fonds, toujours pareil, ces fameuses unités de compte, et un gestionnaire d'actifs spécialisé dans l'immobilier va acheter pour votre compte des immeubles, s'en occuper, les louer et essayer d'extraire un rendement moyen qui vous sera versé sous forme de coupon. Donc pour les gens qui aiment l'immobilier, qui se disent au fond c'est une thématique d'investissement qui est pertinente, j'ai des revenus réguliers, j'ai besoin de revenus complémentaires, je vais associer ça à un besoin, voilà, c'est des produits qui sont sympathiques et qu'on peut acheter aujourd'hui dans les bons contrats d'assurance vie parce que c'est vrai que certains contrats bancaires, il faut malheureusement revenir à ça, on y viendra plus tard, ne proposent pas toujours ces typologies de support pour les épargnants. Faire attention aussi aux SCPI on choisit. Bien sûr. Une certaine crise en 2023 sur les SCPI. Les SCPI peut-être plus traditionnels aussi, plus largement diffusés par des acteurs traditionnels, bancaires. On y reviendra, effectivement. Comment tu vois d'ailleurs le marché des SCPI actuellement? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? En assurance vie, la majorité des SCPI ont été collectés en direct, c'est-à-dire sans le véhicule assurance vie. Pourquoi? Parce que beaucoup de contrats, je le disais, n'en proposaient pas. Nous, on a à peu près 20% de nos 4 milliards qui sont investis sur des produits immobiliers que les gens achètent depuis longtemps. Un des avantages, c'est quand on les achète dans l'assurance vie, c'est l'assureur qui va porter ce qu'on appelle la liquidité. C'est-à-dire, si tout le monde veut vendre une SCPI au même moment, parfois, il y a des embouteillages et on vous dit, désolé, vous ne pouvez pas vendre. Quand c'est dans le cadre de l'assurance vie, c'est un de ses avantages. C'est l'assureur qui va faire le tampon et porter ce risque si vous voulez sortir et que vous avez besoin de votre argent. Donc ça, c'est important. Le petit biais que ça a créé, c'est que pendant très longtemps, en tout cas depuis quasiment 2008, le marché immobilier, avec des taux très bas, a profité de forts flux d'investissement. Et du coup, on a eu une forte collecte et les gens ont pu croire que ça montait tout le temps, qu'il n'y avait pas d'impact possible et que c'était très liquide. Donc voilà, aujourd'hui, on a des investisseurs qui ont acheté des SCPI il y a quelques années, sauf qu'ils ont acheté il y a très longtemps. Ils ont perçu des rendements généralement très élevés, même 4-5% quand les taux étaient à zéro, c'était extraordinaire. Donc même si certaines d'entre elles ont perdu 20 ou 30%, le taux de rendement moyen sur de la détention très long terme d'immobilier, y compris en SCPI, ça a été très bien. Ceux qui sont rentrés plus récemment, qui ont fait des mauvaises pioches, effectivement, va falloir qu'ils attendent plus longtemps pour peut-être, ça se posera la question de savoir s'il faut peut-être même moyenner à la baisse certaines SCPI qui ont beaucoup baissé. Et puis on a des SCPI plus récentes, qui viennent de se créer et qui profitent, elles, d'un timing de marché qui est fantastique. Donc oui, évidemment, on le lit beaucoup. Privilégier des SCPI récentes qui profitent d'un contexte d'achat qui est extrêmement favorable. Mais pour investir là-dessus, il faut quand même se dire qu'on investit sur de l'immobilier
et que c'est pas parce que c'est packagé dans un fonds d'investissement que c'est liquide. On se dit, on rentre sur un produit de ce type-là, qu'il ait des commissions de frais d'entrée ou pas, en se disant, c'est un actif de fonds de portefeuille, j'ai une stratégie de rendement à moyen long terme, 8, 10, 12 ans. C'est ça, c'est important de comprendre. On rentre pas comme ça et on sort pas comme ça de l'immobilier. Ça reste de l'investissement à long terme. Exactement. Et là, on a vu que globalement, certes, les rendements pouvaient être assurés, mais que les valeurs de prix des immeubles pouvaient bouger. Tout à fait. Donc, bien choisir ces SCPI. Il y a des avantages aussi à détenir ces SCPI en assurance vie. On a la fiscalité de l'assurance vie. On en reparlera. Et on a la liquidité qui est assurée par l'assureur. Exactement. Très clair. Donc, pour les SCPI, je pense qu'on a bien compris. Peut-être juste 2-3 précisions. Ouais. C'est de l'immobilier professionnel. C'est de l'immobilier qui peut être très diversifié. C'est vraiment une autre manière d'investir en IMO qu'en direct. Oui, exactement. Là, on va trouver tout. C'est-à-dire qu'on va trouver des SCPI qui sont spécialisés sur l'immobilier résidentiel, tel qu'on le connaît habituellement. On en a qui vont être spécialisés sur le bureau, d'autres qu'on va appeler diversifiés, qui sont un peu sur du bureau, un peu sur du résidentiel, un peu sur du commerce, un peu sur de la logistique. Chaque SCPI peut avoir un peu des thématiques. Certaines sont exclusivement investies en France, d'autres en Europe. Voilà. Donc, il faut regarder un petit peu ce sur quoi on investit. Mon point de vue, c'est qu'il vaut mieux quand on commence, à moins d'avoir des convictions très très fortes, c'est-à-dire si on est un investisseur plutôt averti, privilégier des SCPI dites diversifiés qui permettent globalement déjà de rentrer ou de mettre un premier pied dans le véhicule, la typologie de produit avant de s'intéresser à exactement ce qu'on veut acheter. Je te rejoins complètement là-dessus, surtout que moi j'ai une conviction quand même aussi sur les SCPI diversifiés qui permettent d'avoir une profondeur de marché plus importante. Donc, ces SCPI-là peuvent aller chercher des opportunités là où il y en a. Si un jour, il n'y a plus d'opportunités à Paris, elles peuvent aller en Irlande, en Espagne ou au Portugal. Et s'il n'y a plus d'opportunités sur les bureaux, elles peuvent aller sur les commerces, sur la logistique ou sur la santé. Et elles ne seront pas contraintes d'investir s'il y a de l'argent qui rentre, parce que le problème, c'est quand vous avez de l'argent qui rentre dans une SCPI, il doit être investi. Et il n'y a rien de pire que d'avoir des contraintes de devoir investir pour investir. Donc, je suis d'accord à 100% avec toi là-dessus. Ouais. On ne l'a pas précisé d'ailleurs. J'en profite avant d'aller voir les autres produits, les autres unités de compte de l'assurance vie. Sur l'assurance vie, on peut investir 10 euros, 50 euros, 100 euros. C'est fractionnable. C'est ça, hein, sur vos contrats, on peut investir à partir de combien d'ailleurs 50 euros, je pense. Alors, on peut ouvrir un contrat d'assurance vie et ce n'est pas réservé aux riches, hein, à partir de 100 euros. Voilà, donc c'est quand même accessible à tous. Les versements, ça peut être, si on décide de mettre en place des systèmes programmatiques, c'est 25 euros par mois. Voilà. Donc c'est vraiment accessible. Et ces 25 euros par mois peuvent être eux-mêmes saucissonnés sur plusieurs véhicules d'investissement. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui est accessible à tous. C'est aussi pour ça que c'est un produit populaire. Voilà, et que ça permet vraiment de faire beaucoup de choses avec on revient à ça, toujours cette fiscalité qui est quand même assez sympa. Donc ça, c'est quand même très intéressant pour l'assurance vie. On peut mettre en place un versement programmé de 25 euros dans lequel on met 5 euros par-ci, 5 euros. On a dit quoi, fonds euros, fonds daté, SCPI, on va voir après, ETF Action, des choses comme ça. Et on a 25 euros qui sort de manière automatique, qui est prélevé automatiquement de notre compte bancaire. Exactement. Plus besoin on peut fermer les yeux et puis si on a fait les bons choix, long terme. En pilote automatique. Exactement. Exactement. Donc ça, c'est aussi un confort de gestion pour les gens qui sont novices. On y reviendra peut-être un peu dans le comment bien investir, mais voilà, c'est une méthode qui est assez sympa. Brique d'après, donc SCPI, très clair. Juste sur SCPI, donc je ne sais pas si on l'a dit, mais on peut s'attendre à 4, 4,5, 5% de rendement net à peu près. Ouais, alors sur une bonne partie d'entre elles aujourd'hui, oui. Sur les plus récentes, on peut encore aller viser des rendements supérieurs à 6,50 net, puisque la fiscalité ne sera pas prélevée au sein du contrat. Donc voilà, il y a des sociétés comme Remake, Iroko, d'autres comme Swiss Life qui lancent des nouveaux véhicules. Et en ce moment, aller capter en Europe des rendements de l'ordre de 6,5, 7, 7,5%, c'est quelque chose qui est devenu relativement facile d'après ce qu'on entend. Donc voilà, ça peut être des sujets assez sympas. Très clair, j'avais dit 5, j'avais enlevé la fiscalité déjà, mais tu as raison de préciser que tant qu'on capitalise et tant qu'on ne retire pas, il n'y a pas à enlever cette fiscalité. Beaucoup, ouais. Donc après, voilà, mieux vaut se dire, à long terme, c'est des produits qui ont plutôt vocation à payer les rendements que tu évoques là. Ouais. À court terme, il y a des petites opportunités parce que certaines d'entre elles profitent d'un stock. Elles ont assez peu de stock et elles rentrent sur des niveaux de rendement qui sont sympas. C'est ça, ouais. Les meilleurs SCPI aujourd'hui versent un peu plus de 7%. Ouais. Et ça, c'est aussi le moteur de performance loyer.
On a aussi le moteur de performance potentielle, revalorisation du prix de la part. Alors, ça peut aller dans les deux sens. C'est pas capital garanti, évidemment. Mais certaines SCPI, pendant que d'autres souffraient complètement en 2023, certaines ont augmenté le prix de leur part. Bien sûr. Donc donc ça, c'est vrai que c'est important. C'est qu'il y a les loyers d'un côté, mais quand on achète un appartement, on espère que le prix monte. Alors aujourd'hui, certains véhicules qui avaient acheté des tours à la Défense, malheureusement, quand elles sont obligées de faire une expertise, il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de marché. Donc, elles mettent en place des décotes qui sont très, très fortes. Donc, ça explique des valeurs de part qui sont très fortes parce qu'il n'y a pas de marché. Et à contrario, des acteurs qui achètent aujourd'hui des actifs avec des locataires pour 10 ans, si de la même manière, demain, les taux d'intérêt baissent de manière significative, ça viendra automatiquement valoriser la valeur de leurs biens. Donc, on retrouve un peu les mêmes mécaniques de valorisation que sur l'obligataire. Donc là, il y a peut-être des choses à regarder, ouais. Très clair. Brique d'après, ETF actions, j'ai mis. On pourrait aussi parler des fonds actions. D'ailleurs, on a parlé d'ETF obligataires. Il y avait aussi fonds obligataires. Ouais. Bon, je dis pas qu'on a fait le lien, mais c'est vrai qu'on a les produits, on va dire, dits indiciels avec la référence, et puis autour des gérants actifs. Les fameux lévriers. Les fameux lévriers qui essayent de faire mieux globalement que cette référence. On peut aussi les trouver en assurance vie. Exactement. Alors les fonds datés, par exemple, ils viennent d'en lancer certains en ETF, mais c'est généralement des gestions actives avec des sociétés de gestion. Donc ça fait partie des produits un peu tactiques qu'on peut loger. Sur les ETF actions, on va retrouver la même chose. Un ETF CAC 40, c'est une réplique parfaite de ce qu'on estime être le CAC 40, c'est-à-dire les 40 plus grosses capitalisations, blablabla. Et votre ETF CAC 40, il va répliquer normalement sur l'année à 0,020 ou 0,30 près la performance du CAC 40. Et puis si vous avez un gérant qui vous dit, moi, mon concurrent direct, mon petit lapin, c'est le CAC 40, on regardera en fin d'année. Si on est généralement pris un niveau de frais un peu plus élevé, il arrive à faire mieux ou moins bien que le CAC 40. Voilà, donc ça, là, on rentre dans le monde des actions. Des gains à long terme plus élevés, des risques, en tout cas des variations plus élevées, donc des risques aussi plus élevés. Voilà, mais c'est vrai que c'est une brique à long terme, que je ne veux pas dire quasi indispensable, mais c'est au fond... dans cette pyramide ou cette palette, aujourd'hui, si on a moins de 50 ans, je vais parler, pour moi, j'en parlais tout à l'heure, voilà, avoir des actions dans son portefeuille, c'est quelque chose qui est important. Voilà, il faut l'aborder avec sérénité parce qu'on l'a dit, il y a des variations. Les ETF peuvent être un bon moyen, pareil, de rentrer avant, en plus de ça, d'avoir à faire des choix pour aller voir ailleurs. C'est ça, donc plus de risques, on va avoir une certaine volatilité des marchés. C'est sur du long terme, au moins 10 ans. Ça doit correspondre à ses objectifs, à son profil de risque, à son horizon de placement. Performance historique, on va dire, des actions américaines, autour de 10% par an, brut. Ouais. Et donc ça, sur Assurance Vie, on peut trouver des ETF S&P 500 sur les actions américaines, MSCI World. On peut trouver plein de choses. Il y a vraiment un panel de choix, du thématique, sur les banques, sur les sociétés, sur la tech, sur vraiment, voilà. ISR, investissement socialement responsable. On trouve de tout. Voilà, on peut vraiment trouver un panel extrêmement large. La question, c'est qu'est-ce qu'on achète? Est-ce que je comprends là où ça peut m'emmener? Et puis se dire au fond que c'est des choses qu'il faut regarder avec le temps. Voilà, plus que sur les autres. On n'est pas certain qu'on aura une bonne année boursière la première année où on investit. Et si la première année n'est pas bonne, c'est pas pour autant qu'il faut jeter tout ça du revers de la main. Très clair. Bon, ETF Action, de toute façon, j'ai déjà fait pas mal de pédagogie autour de ça. La bourse, si les gens sont intéressés, ils pourront se former, s'éduquer sur le sujet. Brick, encore un peu après, Private Equity. Ouais. Avec, sur Assurance Vie, on peut trouver des fonds communs de placement à risque. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le Private Equity et comment ça fonctionne en assurance vie? Alors, le Private Equity, globalement, c'est de l'investissement dans le non-coté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez investir généralement ou confier votre argent à une société qui va elle-même l'investir au capital de PME non coté. Voilà, ça veut dire que ça c'est pas placé en bourse. Donc, généralement, vous le comprenez, quand c'est pas coté en bourse, le seul moyen de récupérer son argent, c'est qu'il y ait une cession de cette société. Voilà, donc les investisseurs qui investissent sont assez présents au capital, essayent d'aider les entreprises à se développer et espèrent qu'avec le développement, elles ont investi 100
Et comme elles ont pris un risque qui est élevé, eh ben, elles vont peut-être, parce que c'est généralement parfois des entreprises ça peut être de petite taille, moyenne taille, voire grosse taille, mais que globalement, le développement va permettre d'avoir des taux de rendement qui vont aller au-delà des 7, 8, 9% qu'on peut espérer en bourse, entre guillemets. Voilà, mais avec une liquidité qui est beaucoup plus faible. Donc là, l'avantage, c'est que pareil, ces véhicules ont pour une partie d'entre eux été rendus éligibles, ou en tout cas peuvent être achetés dans l'assurance vie. De la même manière, c'est l'assureur qui va porter cette liquidité, et ça vous permet aujourd'hui de rentrer dans des véhicules d'investissement qui sont gérés par des noms qui commencent à être un petit peu plus connus, comme Ardian, Euraseo, Apax, voilà, qui sont généralement des produits qui étaient historiquement réservés aux institutionnels, qui ont de l'argent à placer, qui ont un horizon de temps long quand on est une caisse de retraite, qui vous disent « je donne 500 millions à cette personne pour l'investir dans des grosses PME non cotées, j'ai du temps, et avec le temps qui passe, mes 500 vont faire x2, x2,5, x3 sur une période de 8 à 10 ans. » C'est pas linéaire, voilà, mais ça a toujours très très bien marché. Et aujourd'hui, on commence à donner accès aux particuliers à ce type d'investissement. Il faut retenir que, au-delà du fait qu'on puisse les acheter, que l'assureur porte la liquidité encore plus que pour l'immobilier, il faut partir du principe qu'on se dit on achète ce truc-là, et à l'exception de quelques véhicules ou stratégies particulières, c'est des trucs qu'on va garder 8 à 10 ans. Parce que le délai, pour que les gens qui investissent dans les sociétés, quand vous confiez 100 euros, ils vont investir ces 100 euros sur 3-4 ans, dans 10 à 20 sociétés. Ils vont leur laisser 2-3 ans pour mettre en place leur plan de développement. Et s'ils fonctionnent bien, eh ben, le fonds d'investissement va se laisser 2 à 3 ans, 4 ans pour les céder dans de bonnes conditions et engranger le maximum de plus-value. Donc, c'est vraiment des investissements long terme. C'est la queue de distribution, globalement, mais qui a du sens. C'est la pointe de la pyramide. Exactement, mais les taux de rendement peuvent, on peut espérer des taux de rendement à un petit peu plus de 2 chiffres. Alors, en assurance vie, c'est la structuration des produits fait que ça sera sûrement peut-être un petit peu moins, mais c'est généralement moins corrélé au marché financier, donc moins de variations. C'est ça, c'est une des classes d'actifs qui a été la plus performante historiquement. Je crois que l'étude de EY, France Invest, c'est sur les 10 dernières années autour de 13-14% de performance annuelle. Performance passée ne préjuge pas des performances futures, c'est quand même bien de le rappeler. Et effectivement, comme tu le dis sur l'assurance vie, c'est structuré légèrement différemment avec un peu plus de cash notamment pour assurer une certaine liquidité aussi. Mais on le rappelle, investissement long terme, c'est pas le but de revendre au bout de 2 ou 3 ans. Donc on peut s'attendre plutôt sur une hypothèse un peu plus conservatrice. Mais même un véhicule qui aujourd'hui arriverait à délivrer une performance de 8 à 9% par an sur 8 à 10 ans avec un niveau de variation, c'est-à-dire quand vous regardez votre contrat d'assurance vie tous les mois, en bourse, on peut avoir quelques grandes variations, hein, même si à terme, on arrive bien à monter de 7% par an. C'est pas généralement, les valorisations intermédiaires de ces produits de private equity sont relativement modestes au début, voire négatives. Et puis, ça remonte progressivement dans ce qu'on appelle une courbe en J, pour atteindre le maximum de performance sur la fin, qui est la fin du cycle de développement de l'entreprise. Donc il faut se laisser du temps, mais c'est des produits de fonds de portefeuille qui sont confortables parce que généralement, ils sont peu anxiogènes en termes de valorisation. Et pour donner aussi des exemples un peu concrets d'entreprises, private equity, c'est tout ce qui est non coté. Donc, ça peut être le petit commerce en bas de chez soi. Alors, peut-être qu'il sera un peu trop petit pour les fonds de private, mais pour donner quelques noms, ça peut être du Conto, ça peut être du Doctolib. Alors après, c'est un univers qui mérite, l'univers des startups, qui mérite quasiment, je pense, une émission à part entière parce que on parle de private equity, mais en fait, c'est beaucoup plus touffu, beaucoup plus large et beaucoup plus complexe. On va avoir les toutes petites capitalisations, les moyennes, les grosses. On va avoir différents cycles d'intervention, c'est-à-dire l'amorçage, c'est globalement une vraie start-up au tout départ avec un business model qui a l'air extraordinaire. Ensuite, venture capital. Exactement. Là où il peut y avoir... Des fois 20, fois 25, fois 30, fois 40. Voilà, c'est le côté start-up que tout le monde a en tête. Mais plus de 90% vont peut-être se casser la figure. Exactement, aussi. Et puis c'est pas évident. On va avoir des stades d'intervention où c'est du capital développement, d'entreprises qui sont déjà rentables en phase de croissance importante. On va avoir le LBO, souvent des managers qui veulent reprendre leur entreprise, donc des entreprises plus matures, beaucoup plus rentables.
Voilà. On va avoir des capitales de retournement, ceux qui interviennent un petit peu. On va pas parler de fonds vautours, mais quand tout ça va très mal, ils achètent des entreprises un peu à la casse, à deux doigts de la faillite, avec l'idée de... Et après ça, on va mixer les zones géographiques, les thématiques d'investissement, la qualité des équipes de gestion. Enfin, ça fait un mix produit, voilà, qui est... Alors, il s'avère qu'en assurance vie, comme les assureurs veulent assez peu de problèmes de service après-vente, elles essayent généralement de faire un tri dans les stratégies d'investissement, la qualité des gestionnaires, pour éviter justement qu'on ait... parce qu'il y a aujourd'hui, je n'ai pas le nombre, mais peut-être... c'est plusieurs milliers de sociétés de private equity. Voilà, donc faire son choix là-dedans n'est pas forcément évident. Je pense qu'on a couvert les briques principales. Il y a d'autres produits, SCI, ça peut être certificat or, ça peut être des actions individuelles, ce qui va mettre du Amazon, du Google. Exactement, ça aujourd'hui, c'est quand même assez sympa pour les gens qui disent, tiens, en fait, au lieu d'avoir un compte titre avec une fiscalité régulière, si je fais la même chose en assurance vie, cet effet capitalisant dont tu parlais, il peut permettre d'économiser pas mal de plus-value. Du coup, maintenant, comment finalement bien investir en assurance vie? Comment choisir les bons supports? Quelles sont les étapes pour toi pour construire un bon contrat? Un bon contrat, c'est déjà avoir envie d'épargner. C'est-à-dire que globalement, c'est pas de se dire épargner, c'est pas mettre de l'argent sur son compte bancaire. Ça, c'est être prévoyant. Avoir 2 à 3 mois de côté pour se dire je fais face à des grosses dépenses. Et voilà, j'en discutais moi avec ma femme. Les grosses dépenses, c'est quoi? C'est j'ai une voiture, je vais acheter une voiture, j'ai une voiture qui tombe en panne, il faut que je débloque 5 000, 7 000, 10 000 euros, enfin chacun en fonction de ses moyens. J'ai une chaudière qui casse, il faut que je change une chaudière, une grosse réparation. Voilà, une fois qu'on a fait ça... Épargne de précaution. C'est vraiment de l'épargne de précaution, c'est normal de mettre cette épargne de côté. Au-delà de ça, c'est de se dire, voilà, il faut faire des trucs. Alors des gens me disent, moi j'ai aucun projet. Tu n'as aucun projet aujourd'hui, mais si même ton projet, c'est d'être anti-consumériste, de te dire un jour, j'aurai une maison dans le centre de la Bretagne avec une dépendance à l'économie qui est faible, à minima, avoir ce petit capital, ce petit pécule à une échéance donnée, ça peut, voilà, c'est de se dire, les gens qui n'ont vraiment aucun projet, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est juste de dire, voilà, c'est quoi j'ai envie de quoi? Ça peut être à 3 ans de changer une cuisine, à 5 ans de monter une entreprise, d'acheter un premier logement. Une fois qu'on a cadré ce truc-là, on se dit, OK, il faut faire un truc. Et là, si on hésite, si on ne sait pas quoi faire, les PEA, pas les PEA, les actions, un contrat d'assurance vie, c'est du 100% gagnant. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, même quelqu'un qui veut prendre aucun risque et s'intéresser à rien, il a une forte chance avec les supports sans risque de faire mieux que son livret A sans avoir de stress, avec de l'argent qui est récupérable à tout moment. Donc c'est vraiment le produit quasi automatique qu'on doit avoir globalement dans son panier d'investisseurs. Et juste avant qu'on parle de comment bien construire son contrat, pourquoi, selon toi, c'est important d'investir? Il y a beaucoup de gens qui écoutent, je crois que c'est autour de 50% des gens qui m'écoutent, qui regardent mes vidéos, qui au final ne passent pas à l'action et n'investissent pas. C'est quoi pour toi aussi les raisons principales? Tu as parlé d'objectifs. Est-ce que c'est aussi lutter contre l'inflation, préparer sa retraite? Pourquoi, pour toi, c'est important d'investir? Alors, pourquoi c'est important d'investir? Parce que moi, je préfère pas avoir de regrets. Et le temps qui passe, il a une influence qui est très forte. Sur notre site, on doit pouvoir retrouver un graphique qui explique que pour arriver à un capital de 100 000 euros, il faut peut-être mettre de mémoire 20 ou 25 euros par mois quand on a 25 ans. On double à 30, on redouble à 40. Et quand on en a 50 comme moi et qu'on a des études secondaires à financer et que ça coûte effectivement de plus en plus cher, pour arriver à ce capital de 100 000 euros qui peut financer les études de 3 enfants, ça m'aurait coûté 25 euros par mois, c'est-à-dire l'équivalent d'une sortie au restaurant tous les mois. Quand j'avais 25 ans, qui était un effort d'épargne qu'on pouvait maintenir sans difficulté pendant 30 ans, ce même effort d'épargne aujourd'hui, quand on le commence à 40, il est de 700 euros par mois et là, il n'est pas tenable. Et c'est là que les problèmes arrivent. Voilà, donc le fait de se prendre en main sur des projets, soit d'études d'enfants, soit de constitution de capital pour une raison principale qui sont les sujets majeurs ou la retraite, le temps qui passe, il est extrêmement puissant. Donc, commencez, lancez-vous, faites-vous, on en reparlera tout à l'heure, prélevez tous les mois ou pensez tous les ans à avoir une démarche. Ce qu'on met à l'intérieur, on en a un peu parlé, on peut se faire aider, mais voilà, restez statique. Un capital placé à 7% par an, il va doubler tous les 10 ans.
un capital qui est placé sur du livret A, il va mettre 35 ans. Voilà. Donc, le temps qui passe, il peut avoir un coût qui est extrêmement fort. Très clair. Du coup, peut-être avant, je rajoute une autre question avant. Avant de bien construire son contrat aussi, comment bien choisir son contrat d'assurance vie? Quels sont les critères pour toi d'un bon contrat d'assurance vie? Il y en a 3. Le premier, c'est les frais. Les frais, c'est la gangrène de l'épargne. Quand vous avez des frais à 1% par an sur un contrat d'assurance vie ou des frais à 0,50 et que vous versez un peu d'argent tous les mois et ou une grosse somme au départ, voilà, nous, c'est pareil, hein, sur notre site, on a un simulateur, vous faites le détail entre un contrat bancaire standard et un contrat dit Internet. Globalement, si vous mettez 10 000 euros avec 100 euros par mois, au bout de 30 ans, il y a 20 à 30% des sommes qui sont parties en frais. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le premier critère. Et aujourd'hui, la majorité des épargnants ont ce réflexe, jeunes ou moins jeunes, c'est de se dire, au fond, voilà, je vais commencer par prendre le bon bout en ayant un niveau de frais qui soit réduit. Voilà. Donc ça, c'est important de dire, si vous avez un contrat d'assurance vie, ouvrez-le, allez voir les frais, on vous envoie un bulletin tous les ans, regardez si vous avez 1% de frais, il y a quelque chose à faire, clairement. Il y a quand même des choses à faire, ouais. Il y a aussi les frais de gestion. Donc ça, c'est pris de manière annuelle. Il peut y avoir des frais d'entrée, des frais de sortie, des frais d'arbitrage. Il peut y avoir 1000 feuilles de frais qui peut rendre votre contrat très... beaucoup moins performant, ouais. Beaucoup moins performant. Ouais. Moi, j'ai déjà vu des clients sur S'Investir Conseil qui avaient un contrat d'assurance vie qui, sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, n'ont rien généré comme plus-value à cause de ces frais. Pendant que sur les 5, 6 ou 7 dernières années, les marchés ont énormément performé. Monté, bien sûr, ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Les frais d'entrée, voilà, quand on vous dit les frais d'entrée sont à 5 et que votre interlocuteur vous dit hey, je vous fais une fleur, je vous les passe à 3%. 3%, c'est la rémunération d'une année de rémunération sans risque. C'est-à-dire que la première année, elle sert à rien. Aujourd'hui, ces frais d'entrée, c'est aberrant d'en avoir. Voilà. Ensuite, on vous dit tiens, si vous mettez un peu d'argent tous les mois, ça, les 5% par an, on vous en parle pas forcément. Ouais. Parce que c'est 25 euros par mois. Ouais, c'est ça. Voilà, et ça représente rien. Mais capitaliser à 25 euros par mois sur 20 ans, pendant 30 ans, qui eux-mêmes génèrent 7%, et ainsi de suite, ça peut représenter des sommes qui sont en fait colossales. Ensuite, quand vous avez décidé d'être actif au sein de votre contrat et de passer d'un support d'investissement A à un support d'investissement B, tous ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, il y a des contrats où on vous prélève 1% du montant de la somme. Ça, c'est les frais d'arbitrage. Les fameux frais d'arbitrage. Là, c'est pareil. Si vous devenez un investisseur actif, 1% à chaque fois dans un sens et dans un autre, ça peut finir par manger beaucoup de performance. Donc, soyez très vigilants sur les frais. Voilà. Si vous êtes jeune et que vous avez aussi envie de faire d'éducation financière auprès de vos parents, n'hésitez pas à vous intéresser. Ces fameux relevés annuels que tu évoquais, qui reprennent un petit peu tous les frais qui sont prélevés, et de leur dire, dis donc, maman, t'es sympa, mais comme tu penses un peu à moi à travers ton assurance vie peut-être, un jour, essaye de l'optimiser parce que c'est avant tout pour toi que tu travailles et si tu perds 5, 10, 15, 20 000 euros uniquement en frais, à la retraite, tu aurais été peut-être content de faire quelques voyages plutôt que de les donner à un établissement qui en prend trop. Très clair. Ça, c'était le premier critère pour bien choisir son contrat. Donc, les frais. Tu avais 2 autres critères? Deuxième critère, le choix. Ça, c'est le premier que tu m'as permis d'évoquer avec toi. C'est que dans un contrat d'assurance vie, il faut pouvoir avoir une latitude d'investissement qui est forte. Et dans chaque catégorie que tu as évoqué, les fonds en euros, les fonds monétaires, les fonds obligataires, les fonds actions, potentiellement avoir accès au meilleur de ce qui se fait. Les SCPI aussi. Les SCPI, pareil, le private equity. Et là-dedans, essayer d'avoir dans ces sélections, le haut de la pyramide. Tu évoquais 90% tout à l'heure. Il vaut mieux avoir dans son contrat les 10% des lévriers qui battent l'indice et de se dire, au fond, j'ai le choix entre un ETF et quelqu'un qui historiquement est excellent. Il ne sera peut-être pas tout le temps, mais je vais tester les deux, par exemple, que d'avoir, au fond, toujours le dernier de la classe. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est la qualité du choix et la profondeur du choix. Puis le dernier élément, c'est le service. Voilà, c'est le service, c'est la qualité de l'accompagnement qu'on peut avoir, parce qu'un contrat d'assurance vie, c'est aussi des opérations administratives. Donc, est-ce qu'on peut les faire en digital? Oui, non. Est-ce que quand c'est des opérations qui ne peuvent pas être digitales, est-ce que j'ai un service client qui est réactif, qui m'aide, qui m'explique? Parce qu'un contrat d'assurance vie, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi un contrat de transmission. Donc, on va rédiger une clause bénéficiaire, c'est-à-dire à qui va revenir cet argent s'il m'arrive quelque chose. On va en parler.
Et voilà, ça, on verra que la qualité du service qui est donné, elle est importante. Parce que chez beaucoup d'acteurs, l'idée, c'est pas de taper sur les banques, mais on va dire grand public ou très grand public, globalement, le niveau de connaissance de ces produits-là est parfois modeste. Et quand on a des clients qui ont la chance soit de se former ou de s'auto-former avec toi, par exemple, assez vite, ils ont des questions un petit peu plus fines et il faut avoir des gens qui sont capables d'y répondre. Donc, soit ça peut être un conseiller en gestion de patrimoine. Voilà, nous, toutes nos équipes, c'est des conseillers en investissement financier quand on téléphone. Voilà, être capable d'avoir des gens qui sont réactifs et compétents. Très clair. Tu parlais aussi donc de la qualité. Ton critère numéro 2, c'était la qualité des supports. Un truc à regarder aussi, c'est la qualité du fonds euro, si on utilise le fonds euro. Bien Parce sûr. que là, ça peut vraiment aller du tout au tout, finalement, dans les fonds euros. Et si c'est un peu notre poche aussi, sécurité, c'est important d'avoir des bons fonds euros, surtout que souvent, sur un contrat, il y a un fonds euro. Donc, on n'a pas vraiment le choix on n'a pas accès à tous les fonds euros dans son contrat. Bien sûr. Donc, le choix des fonds en euros, au-delà du fait de dire que c'est un actif qui est extraordinaire et qui offre un rendement garanti, d'un assureur à l'autre, on peut avoir des différences de rendement qui sont structurelles. Un fonds en euros très jeune, qui aura été créé il y a quelques années, il va par exemple profiter d'un niveau de rendement moyen élevé sur sa phase d'investissement, donc il aura plus de facilité à délivrer des rendements importants. Des vieux contrats d'assurance vie avec des fonds en euros qui font plusieurs milliards, voire dizaines de milliards, qui se sont chargés pendant 10 ans de rendement à zéro, ça va être un petit peu compliqué pour eux. C'est l'image que j'utilise souvent d'une baignoire. Si vous avez une baignoire, que vous allumez le robinet juste, vous commencez avec de l'eau chaude, votre probabilité de prendre un bain chaud, elle est assez élevée. Si vous avez commencé avec quelqu'un qui a rempli la baignoire à ras-bord avec des sacs de glaçons pendant 10 ans et des rendements à zéro, globalement, il va falloir un sacré paquet d'eau chaude avant que vous puissiez prendre un bain tiède. Les fonds en euros, c'est exactement ça. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à prendre conseil, dire tiens, au fond, moi, je vais majoritairement prendre des supports sans risque en euros. Quel est, à votre avis, celui qui a la chance de délivrer le rendement le plus élevé, mais avec le plus de régularité, et pas forcément un taux d'affichage une seule année? Voilà, parce que c'est aussi des politiques commerciales. Ouais. Donc il faut des politiques commerciales, des fois avec aussi des bonus, systèmes de booster. Juste au début. Voilà, et puis on se dit tiens, j'ai un booster au début. Ça attire le client. Ça attire le client, mais en fait le fonds en euros, la baignoire est très froide. Donc là on m'a versé une petite carafe d'eau chaude, mais ça dure 2 ans. Ouais, voilà, donc il faut être un peu vigilant là-dessus. Puis parfois avoir plusieurs contrats. Et certains de nos clients le font, donc il faut toujours faire attention au cadre juridique, fiscal, blablabla. Mais parfois, savoir retirer un peu d'argent d'un contrat et puis passer sur un autre. Voilà, ça, c'est des stratégies un petit peu plus fines, mais qu'on peut aussi avoir en tête. J'aime beaucoup tes métaphores pédagogiques. Je vais te les piquer, je pense. Tu m'autorises. Je reviens à la première question, du coup. Comment bien créer son contrat? Donc là, on a déjà parlé de qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. On a parlé aussi de comment bien choisir son contrat d'assurance vie, son assureur, ou son courtier aussi. Maintenant, comment créer, quel choix faire? Est-ce que tu as des conseils? Donc, quelqu'un qui débute et qui vient d'ouvrir un bon contrat avec les conseils précédents d'assurance vie. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, qu'on s'est dit qu'on allait le faire et qu'on a compris que l'assurance vie permettait dans 9 cas sur 10 d'y répondre, une fois qu'on est rentré dedans, c'est d'ajuster l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire peut-être l'objectif de valorisation. On se dit, tiens, si je veux 10 000 euros dans 5 ans ou 6 ans, parce que ça représentera l'équivalent de mes frais de notaire pour mon achat immobilier, c'est de se dire au fond, voilà, et que je peux mettre tant d'euros par mois, c'est de se dire au fond, ok, je vois que ça fonctionne. Avec un rendement qui est très faible, c'est super, et je déteste le risque. À ce moment-là, pas forcément d'obligation de prendre du risque, parce qu'on sait que ça marche, et qu'on a une vraie volonté à 5 ans d'avoir tel montant. Donc pas besoin de s'exciter. Si on se dit au fond, là, c'est vraiment... je peux mettre 150 euros par mois. Il y en a vraiment 50 pour ma retraite. Voilà, ceux-là, on peut se dire, au fond, sur ceux-là, je vais peut-être aller un petit peu plus loin parce que les 100 premiers euros, ils me servent pour ma résidence principale, puis les 50, c'est vraiment pour ma retraite. On peut même ouvrir 2 contrats, un pour celui-là, un pour l'autre. Donc là, chacun, c'est un peu comme quand on range son placard, on peut s'organiser un petit peu comme on veut, mais l'idée, c'est aussi de calibrer avec l'horizon d'investissement les typologies de support qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà. Et ça, malheureusement, je suis désolé pour tous ceux qui nous écoutent, ça nécessite un petit peu de travail. Ce travail, ça va être soit de t'écouter toi,
soit de lire un petit peu, soit de se renseigner, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à construire une allocation d'actifs, une répartition de ces investissements qui ne soit pas anxiogène et déceptive. Ouais, en fonction de sa situation, de sa tolérance au risque, Exactement. son horizon de placement, ses objectifs. Donc ça va être important. Ça, on revient toujours à des choses simples. Je pense qu'effectivement, les gens se disent on me rabâche toujours le même truc. Ouais. Mais en fait, un bon contrat d'assurance vie, un bon plan d'épargne, c'est une petite métaphore qu'on a chez Lynxea. L'épargne, c'est pas du trading, c'est de la méthode. Et avec une bonne méthode, généralement, même si on se trompe un petit peu, c'est-à-dire on se dit tiens, je vais acheter tel fonds d'investissement plutôt qu'un autre, c'est peut-être pas le meilleur, mais il vaut mieux avoir la typologie de fonds qui convient que de s'être complètement trompé et avoir acheté des SCPI alors qu'en fait, on déteste l'immobilier. Voilà, donc il faut avant tout un peu de méthode. Et cette méthode, elle n'est pas complexe, mais elle nécessite un petit peu de travail. C'est ça, ou mais d'intérêt ou de curiosité. Voilà, si on veut être plus ludique. Mais après, pas besoin de master en finance, pas besoin d'être un trader. C'est accessible à tout le monde. Exactement. Ça demande un peu de temps au début pour élaborer son plan d'investissement. Pour comprendre ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire, au fond, OK, je vais passer 10 minutes à comprendre un petit peu mieux les différentes briques qu'on a évoquées ensemble. Et puis après, en fait, c'est comme tout jargon, ça devient un petit peu plus familier. Et une fois qu'on a compris qu'à chaque type d'investissement, il y a un niveau de risque, donc un niveau de variation et un niveau de rendement associé, on peut quand même avancer assez vite. Ouais. Tu as parlé de quelque chose de très important dont on n'a pas évoqué encore. On peut avoir autant de contrats d'assurance vie que l'on souhaite. On peut avoir un contrat à tout âge. On peut ouvrir un contrat d'assurance vie pour ses enfants mineurs. Mm-hmm. Donc ça, c'est important de le dire. Si aujourd'hui, vous avez un contrat, vous n'en êtes pas satisfait, peut-être que vous pouvez d'abord en ouvrir un autre, voir comment ça se passe dans l'autre et puis arbitrer. Vous pouvez aussi, plus compliqué, mais transférer un contrat chez un autre courtier. Si c'est le même assureur, ça peut être quand même un petit peu bloqué. Les transferts, alors... Ouais. Ça peut prendre du temps. D'un courtier à un autre, ça peut arriver, mais c'est compliqué. Ouais. Voilà, parce que certains vous disent, moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des assureurs qui disent, oui, on peut, mais d'autres, on ne peut pas. Parfois, il faut, au fond, avoir une indemnité de dédommagement quand un client part de... Voilà, mais c'est parfois possible, parfois non. Donc voilà, après... la transférabilité de l'assurance vie, c'est-à-dire d'un contrat, je donne un exemple, Generali ou MMA ou sur un autre assureur, ça c'est aujourd'hui impossible. Voilà, on a certaines personnes qui réclament ça à corps et à cri en disant que ça... Moi, je suis au fond plutôt contre, parce que je pense que ça viendrait fortement nuire à ce fameux fonds en euros. C'est-à-dire qu'à compter du moment où un assureur qui donne accès à des épargnants novices à cette pépite qui est un taux un fonds à garantie en capital et taux garanti, si demain, alors qu'ils ont de la visibilité sur leur portefeuille d'investisseurs à 20, 30, 40 ans, on leur enlève cette visibilité, ils vont investir ces fonds en euros sur des supports monétaires. Ouais, ça pourrait dégrader le fonds en euros. Et ça tuerait probablement le fonds en euros. Okay. Donc, ce n'est pas forcément un bénéfice pour la majorité des investisseurs d'assurance vie au sens large, parce qu'aujourd'hui, certes, quand on est un nouvel investisseur, on peut se dire c'est super. Si demain, le contrat d'assurance vie de ma mère, il a un rendement, alors qu'elle elle déteste le risque, ce qui est le cas d'une grande partie des clients plus âgés, elle se retrouve avec un rendement à zéro. Est-ce que j'aurais rendu service à tous les épargnants? C'est pas certain. Ouais, non, c'est vrai. Donc, il faut aussi, voilà. Alors ça, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir sur un autre sujet, mais on peut parfois transférer les contrats, parfois profiter quand ils ont plus de 8 ans de certains abattements pour les siphonner au fur et à mesure et repartir sur des produits plus modernes. Et puis parfois, certains assureurs vous proposent de changer de génération de contrat. Voilà, donc passer au numéro 2. Et passer à la version B. Donc j'ai vu certaines propositions bancaires où globalement, on passait sur des contrats un peu plus modernes, avec un peu plus de choix et parfois un petit peu moins de frais. Donc ça ne sera pas forcément le meilleur contrat, mais on peut parfois déjà améliorer ce qu'on a sans tout quitter. Parlons maintenant un petit peu de la fiscalité de l'assurance vie. On a déjà dit que c'était un vase clos. Donc ça, c'est quand même très important. Ça capitalise. Tant qu'on arbitre et qu'on vend à l'intérieur, il n'y a pas de fiscalité. Donc, c'est quand même génial. Contrairement à un compte titre qui peut être fiscalisé. On a le même fonctionnement, par contre, sur le PEA. Par contre, on a aussi un autre avantage sur l'assurance vie, un autre avantage fiscal. Et on a un avantage aussi sur la transmission. On en parlera après. Mais d'abord, l'avantage fiscal. Au bout de 8 ans, je rappelle que on peut retirer à tout moment. Il y a cette fameuse idée reçue, c'est bloqué pendant 8 ans. Non, c'est pas bloqué pendant 8 ans. Il y a juste l'avantage fiscal qui arrive au bout de 8 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne?
En fait, on a un avantage fiscal supplémentaire au bout de 8 ans. Pourquoi je dis supplémentaire? Parce que la fiscalité, au cours des 8 premières années sur l'assurance vie, elle est déjà extrêmement avantageuse. En clair, on va se situer à la fameuse flat tax, cette taxation forfaitaire. Mais je vais essayer de donner un exemple qui va être assez parlant. Imaginons que j'ai 1 million d'euros, que je place à 5% en fin d'année. J'ai 50 000 euros de gains, de plus-value qui ont été générés par les investissements. Et j'ai besoin de 50 000 euros de revenus complémentaires. Quand je vais retirer ces 50 000 euros, on pourrait se dire, voilà, je vais payer la flat tax sur ces 50 000 euros, je retire que des intérêts. Non, la beauté de l'assurance vie, c'est que vous retirez une quote-part d'intérêt. C'est-à-dire que vous avez, en fait, quand vous retirez 50 000 euros, uniquement 5% d'intérêt dans ces 50 000. On estime que vous retirez aussi du capital. Ça veut dire que vous allez avoir 2 500 euros d'intérêt sur les 50 000 que vous retirez. Et ce sont uniquement ces 2 500 euros qui vont être taxés à la flat tax. Donc, si elle est à 30%, par exemple, bah, vous allez vous retrouver avec 750 euros, si mes calculs sont bons, de fiscalité. C'est-à-dire que pour une consommation des intérêts de son capital, donc un revenu annuel, j'ai la chance d'avoir 1 million d'euros, bah, j'ai besoin de 50 000 euros par an pour assurer mon train de vie. Et j'ai retiré 50 000 euros, ça va me coûter 750 euros de fiscalité. En clair, elle est quasiment à zéro par ce biais de la fiscalité sur la quote-part des intérêts du capital. Donc déjà, c'est extraordinaire comme outil de préparation de retraite, parce que si on vit des intérêts de son capital, ben on paye très très peu. Et la beauté du truc, c'est qu'après 8 ans, si on est marié, on a un abattement supplémentaire qui est de 9 200 euros. Par an. Par an, c'est-à-dire qu'en clair, dans mon exemple, j'avais retiré 2 500 euros sur 50 000. Donc pour atteindre ces quasiment 10 000 euros, je pouvais quasiment retirer 200 000 euros de mon contrat sans fiscalité. C'est-à-dire qu'en clair, quelqu'un qui a une consommation régulière des revenus de son capital après 8 ans, il faut faire les calculs évidemment, mais il a quasiment un placement qui est totalement défiscalisé. Donc c'est vraiment extraordinaire, non pas dans une logique que de transmission, mais globalement de stratégie de revenus complémentaires et donc de préparation de retraite. J'espère que j'ai été clair parce que c'est... Très clair. C'est très clair. Juste l'abattement, c'est par contre pas sur les prélèvements sociaux. Donc, il y aurait tout de même le 17,2% prélèvements sociaux. Mais sinon, effectivement, exonération, enfin, pas exonération, mais abattement de 9 200 euros pour un couple par an sur l'impôt sur le revenu et pour une personne célibataire, 4 600 euros. Exactement. Par an. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Donc, c'est au bout de 8 ans. C'est compté à partir du premier versement sur son assurance. La date d'ouverture du contrat, exactement. Date d'ouverture. C'est pour ça qu'on dit souvent prenez date. Prenez date, voilà. Mais prenez date, on l'a dit tout à l'heure, de mon point de vue, c'est pas suffisant. C'est prenez date et à votre échelle, prenez un petit peu tous les mois, commencez, testez. Prenez pas de risque, épargnez tous les mois. Et prendre date, c'est parfois se dire au fond, ça y est, c'est comme un truc qu'on achète et qu'on met dans son placard et qu'on n'utilise pas. Voilà, pour se familiariser avec les choses, moi, ma théorie, c'est qu'il faut continuer de les utiliser. Donc, le bon moyen, c'est de l'utiliser un petit peu. Très clair. On va parler des pièges et des erreurs à éviter en assurance vie. Il y en a plusieurs. Il y a quelques erreurs qu'on voit souvent quand même sur les assurances vie. Juste avant, on va parler juste un peu de transmission de l'assurance vie. Sujet pas évident, mais tu es un très bon vulgarisateur. Quel est l'avantage en termes de transmission sur l'assurance vie? Alors, les droits de succession, c'est un vaste sujet en France. Le barème des droits de succession, il monte très vite. Et pour des gens qui ont un peu de patrimoine, il monte potentiellement assez vite à 40%. Voilà, quelqu'un qui a la chance d'avoir une résidence principale, une résidence secondaire et un peu d'épargne, on peut se retrouver avec de l'immobilier avec des droits de succession qui sont assez vite à 40%. Ça peut être compliqué, surtout quand on hérite d'un bien immobilier plutôt illiquide. Exactement. Il faut payer 40% dessus. Exactement. Donc en tout cas, l'assurance vie, quand on a versé cet argent sur un contrat, on a la possibilité de le transmettre, en tout cas de rédiger ce qu'on appelle une clause bénéficiaire. C'est au fond une règle d'affectation de cet argent à qui on veut, comme on veut. Voilà, il n'y a pas le droit de mettre certains trucs en disant si vous faites plus d'1m90 ou si vous avez ou si ma fille se marie avec quelqu'un qui a les yeux bleus, il n'aura pas le droit au truc. Donc il y a des choses qui sont interdites par la loi, mais une fois qu'on reste dans ce cadre-là, on peut décider de dire cet argent sera réparti auprès de telle et telle personne, dans telle proportion, parfois même avec des conditions, c'est-à-dire dans le cadre, je veux que cet argent soit transmis à telle personne dans
la réaffectation d'un bien immobilier. On peut faire énormément de choses. Donc là, on peut se faire accompagner par des notaires. Mais on peut choisir en plus son voisin, on peut choisir une association. On peut choisir tout le monde. C'est-à-dire que, je prends même un autre exemple, quelqu'un qui serait veuf sans enfant, qui a un patrimoine de 500 000 euros, s'il le laisse sur son compte bancaire, il y aura probablement de mémoire 60% de droits de succession. Donc c'est un drame. Voilà, s'il met ce même argent au sein d'un contrat d'assurance vie, globalement, il va pouvoir le transmettre peut-être à tous ses neveux et nièces. Voilà, et on a un abattement de 152 000 euros par bénéficiaire. Donc ça laisse possibilité de transmettre des sommes qui sont extrêmement élevées. Et on peut le faire effectivement à des gens qui sont dans le cadre de la structure familiale ou à l'extérieur, des associations, des fondations, un ami, quelqu'un qui vous a aidé. Donc c'est extrêmement flexible et ça permet globalement de réduire de manière assez massive pour ceux qui sont concernés les droits de succession. Donc c'est un bel outil de transmission. Juste à noter, c'est pour les versements effectués avant 70 ans, tout de même. Après, c'est une règle légèrement différente. C'est 30 500 euros pour tous les bénéficiaires. Parce que là, quand même, il faut se rendre compte que c'est 152 500 euros par bénéficiaire et par assuré. Donc, par exemple, un couple marié qui a 2 enfants, s'ils veulent donner 152 500 euros à chacun de leurs enfants, on peut donner presque 600 000 euros. Oui, 600 000 avec le combat. Ce qui est mon cas, un marié, moi, avec 3 enfants, c'est des montants qui sont quand même très importants. Et donc, c'est 6 fois, tu vas utiliser 6 fois l'abattement, enfin, avec en couple, donc à 2, 6 fois l'abattement pour les 3 enfants. Qui vont quand même être, c'est quand même assez sympathique. Ouais. Donc, ça permet, je dis pas d'éluder l'impôt, mais en tout cas d'éviter de payer trop, quoi. Et au-delà de cet abattement, c'est 20% jusqu'à 700 000 euros de droits de succession. Et au-delà, c'est 31,25%. Ouais, donc voilà, entre 152 000 et 700 000, on peut quasiment être certain qu'on est déjà à 40% sur le barème classique. Donc là, on a 20% et ensuite, on paye un petit peu plus. Donc voilà, même pour des patrimoines élevés, c'est un moyen de réduire la note. Voilà. Très clair. Donc là, transmission, l'assurance vie, c'est clairement un outil de transmission. Qui est fantastique. On le voit avec notre cabinet de conservation de patrimoine. C'est l'assurance vie, quand il s'agit de la transmission, c'est très très souvent utilisé, voire quasiment tout le temps. Surtout si on a moins de 70 ans. Cette flexibilité rédactionnelle, par exemple, entre quelqu'un qui peut-être à 65 ans a acheté de l'immobilier locatif, on le voit de plus en plus, se dit je dois gérer mes locataires, c'est un peu pénible. La fiscalité sur les loyers, c'est globalement 30 plus des prélèvements sociaux, c'est 50. Et en plus de ça, s'il m'arrive une tuile, je vais avoir 40% de droits de succession. Donc, on a pas mal de gens qui se posent des questions de se réorganiser quand ils approchent globalement de 60, 65 ans et qui se disent l'avantage de l'assurance vie, c'est que je vais pouvoir saucissonner ça comme je veux, à qui je veux, éviter les embrouilles familiales. Donc, ça a aussi beaucoup d'avantages sur on va dire, la gestion de la vie de famille, entre guillemets. Passons maintenant aux pièges, aux erreurs à éviter en assurance vie. Il y en a quand même un petit peu, peut-être par manque de connaissances. Donc, l'idée, c'est un peu de parler de tout ça et de voir comment quelqu'un qui a un contrat d'assurance vie pourrait mieux faire les choses. Est-ce que toi, tu as des erreurs courantes, des pièges en assurance vie qu'on retrouve souvent, qu'on pourrait pourtant éviter? Alors, on a parlé déjà d'avoir le mauvais contrat, d'avoir peut-être trop de frais dessus. On a parlé une fois qu'on a fait le petit prérequis, qu'on s'est dit, au fond, je suis tombé un bon contrat, la question, c'est... Et on le voit, nous, quand les gens souscrivent en ligne, une des étapes dans notre tunnel de souscription où les gens passent un petit peu le plus de temps, c'est qu'ils pensent qu'en fait, une fois qu'ils ont ouvert le contrat, qu'ils ont commencé, le plus dur est fait. Et en fait, non, il y a une étape qui est cette fameuse répartition de l'épargne. Ouais. C'est une fois qu'on sait qu'on va investir son argent et qu'on n'a pas l'habitude, c'est de ne pas se tromper parce qu'on sait que si c'est déceptif, on va dire, je suis allé chez un tel investir, chez l'Axia, j'ai perdu de l'argent. Peut-être qu'on a acheté les mauvais trucs qui n'étaient pas adaptés au départ. Donc, c'est évidemment la notion de service ou de conseil qui peut aller avec. Donc, ça, c'est vraiment important parce que si on prend trop de risques, on peut grogner quand on a un manque à gagner. Ce qu'il y a de certain, c'est quelqu'un qui débute dans l'épargne. En tout cas, à minima, la première année, la première chose qu'il va regarder, c'est son relevé de compte, entre guillemets. S'il est en moins-value, on a une forte chance que ce soit très déceptif. Donc, ce qui est important, c'est de faire comprendre aux gens que s'ils font ces choix-là, il ne faut pas qu'il y ait d'incompréhension au bout d'un an, parce que ça peut casser une bonne dynamique qui était de se lancer, au fond. Ouais. Donc ça, c'est important. Et pour ça, il y a quand même des tactiques
Quelqu'un qui se dit, tiens, bah voilà, j'ai eu une belle prime, j'ai eu un truc, je me lance, je mets 10 000 euros sur mon contrat d'assurance vie, 20 000 euros, 100 000 euros, peu importe le montant. Première tactique, c'est de se dire au fond, OK, je vais pas mettre tout au même moment. L'épargne, c'est pas du trading, c'est de la méthode. Bah voilà, tu as 100 000 euros à investir, tu as hérité de l'argent, par exemple. Tu connais pas grand-chose. Première étape, tu te mets peut-être à 100% en fonds en euros. Tu attends tranquillement avec du sans risque. Tu réfléchis un peu, tu te dis, bon, peut-être que 20 à 30%, je vais le mettre sur des actions, ETF, pas ETF, tu te renseignes, tu fais tes choix. Mais en revanche, tu peux te dire, c'est 20 à 30 000 euros, je ne vais pas les investir tout de suite. Je vais utiliser des options qu'on peut trouver au sein des contrats, qui vont me dire, bah, c'est 30 000 euros, je vais les prendre, puis je vais les investir de manière automatique sur 12, 18, 24 mois, et je vais rentrer progressivement. Alors peut-être que je raterai une partie de la hausse, mais c'est pas grave, si ça baisse, et j'ai un système qui me permet de dormir tranquille. Donc voilà, ça c'est parfois rentrer trop vite, trop fort. Au moins, on peut trouver des méthodes qui permettent de contrer un petit peu ce truc-là et qui évitent des déceptions rapides si on n'a pas de chance sur l'évolution des marchés. On a parlé aussi d'ouvrir un contrat relativement le plus tôt possible, entre guillemets, pour profiter de cette horloge fiscale et d'avoir l'avantage fiscal au bout des 8 ans. Donc ça pourrait être une erreur aussi, ouvrir un contrat d'assurance vie trop tard, ou ne pas juste avoir mis peut-être 50 euros dans un contrat parce qu'on sait qu'on en a besoin un jour, mais on se retrouve après sans ce contrat-là qu'on aurait pu juste ouvrir assez facilement. Alors ça, c'est sûr, c'est que faire tourner le compteur fiscal, c'est toujours bien, mais si on ouvre un contrat d'assurance vie juste pour et qu'on s'en sert jamais, oui, aussi, mais... au fond, un avantage fiscal sur de l'épargne, quand on n'a pas d'épargne, serre-moi en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça peut avoir du sens. Voilà, moi, j'en ai ouvert pour mes enfants mineurs. Voilà, je sais que c'est voilà, au moins le compteur fiscal pour eux tourne. Ça me permet aussi de se dire, même avec des montants faibles, je sais que sur ces durées-là, je peux prendre beaucoup plus de risques que ce que je prendrais peut-être pour moi. Voilà, parce que je le regarde, c'est tous les mois. Et là, peu importe que ce soit très risqué ou non. Donc voilà, c'est effectivement pas tardé. Aussi, une erreur, un écueil qu'on peut voir, c'est de mal rédiger sa clause bénéficiaire. Par exemple, nommer quelqu'un. Si on nomme juste une seule personne, que cette personne décède, il faut savoir aussi que si la clause bénéficiaire, eh bien, on ne trouve pas le bénéficiaire lors du décès, ça va rentrer dans la succession classique, on va dire. Et on aura perdu le bénéfice du... Donc c'est vrai que sur les rédactions de clauses bénéficiaires, si vous avez des enjeux qui sont par exemple importants, pas hésiter à aller voir parfois même un notaire. Hein. C'est pas, c'est une démarche, on se dit oh là là, les notaires, c'est comme les médecins. Non, c'est des gens qui sont là pour vous aider. Les tarifs sont réglementés comme chez le médecin. Et ils peuvent vous aider à bien rédiger ça. Parfois, vous déposez même cette clause chez notaire. Et puis, vous mettez dans votre contrat d'assurance vie chez l'AXA, voire mettre un tel à telle adresse. Et c'est chez lui que vous irez chercher ma répartition. Et il vous aura aidé à le faire. Ça, voilà, c'est une chose parmi d'autres. Mais c'est vrai qu'on parlait de service tout à l'heure. Quand vous posez des questions sur cette notion de répartition, vous n'êtes pas au clair, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher peut-être d'un autre professionnel. Carrément. C'est sûr, ça, c'est un très bon conseil. Si on a une clause bénéficiaire un peu touchy, un peu compliquée à rédiger, il faut vraiment se faire accompagner. Ouais. Et aussi, on l'a dit, c'est qu'on peut choisir n'importe quel bénéficiaire. Si vous voulez donner une partie à votre conjoint de Pacs et que vous avez rédigé un testament ou votre mari, votre femme, si vous êtes marié, vous êtes exonéré de droits de succession en dehors de l'assurance vie. Ça peut être intéressant d'utiliser l'assurance vie pour quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça peut être une astuce sur la clause bénéficiaire. Il y a mille et une astuces. Il y a beaucoup de choses. En fait, quand on arrive à ces sujets-là, là, vraiment, c'est la notion de service. C'est-à-dire qu'on peut avoir acheté un très mauvais contrat. Certes, il aura peut-être généré beaucoup moins de plus-value. Mais si à la fin, les enjeux sont importants ou dépassent, au fond, sur un patrimoine un petit peu plus élevé, les enjeux traditionnels, le coût de la réintégration fiscale sur les droits de succession, y compris dans les cadres de familles recomposées qui arrivent de plus en plus souvent, ça peut faire tomber un petit peu le château de cartes à la fin. Donc il y a vraiment ces deux phases, c'est j'épargne intelligemment en essayant de le faire fructifier au mieux, et puis à un moment donné, je me pose des questions sur à qui je le donne et comment je le donne. Et un dernier petit conseil aussi important, c'est si vous versez avant 70 ans, que vous avez 70 ans, pour les prochains versements, c'est
c'est toujours bien d'ouvrir un nouveau contrat après 70 ans parce qu'il y a cette règle, on l'a dit sur la transmission, c'est différent entre avant 70 ans et après. Ça peut simplifier les choses aussi d'avoir un contrat différent pour les versements après 70 ans. Ouais, parce que pareil, dans les idées préconçues, on dit après l'assurance vie, après 70 ans, ça a plus d'intérêt. Non, avant 70 ans, c'est extraordinaire pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Quand j'épargne, je le fais fructifier. Quand je consomme mes intérêts, c'est fantastique. S'il m'arrive une tuile, j'ai des droits de succession. Mais après 70 ans, comme l'espérance de vie aujourd'hui, elle est quand même bien au-delà de ces montants-là, globalement, le fait de faire fructifier de l'argent sur un nouveau contrat d'assurance vie après 70 ans, on sera peut-être imposé sur le capital, mais pas sur les intérêts. Donc, ça vaut le coup de... ça veut parfois, quand on a peut-être 15 ans ou 20 ans, avec l'espérance de vie actuelle, d'avoir aussi des contrats qui permettent de bien identifier ça. Donc, c'est une super remarque. Ouais. Passons maintenant un peu aux mythes, aux critiques de l'assurance vie. Beaucoup de détracteurs de l'assurance vie. Des fois, qui pointent du doigt l'assurance vie en voulant en fait pointer que le fonds euro. On va revenir un peu et tu vas me dire ce que tu en penses. On a déjà parlé d'un mythe, d'une idée reçue. L'argent qui serait bloqué. Ça, c'est faux. Je l'avais noté, mais... Ouais, aujourd'hui, nous, on a un contrat d'assurance vie chez nous qui s'appelle Lynxea Spirit. Vous versez de l'argent et vous avez un mécanisme de rachat instantané. C'est-à-dire que jusqu'à, de mémoire, 20 000 euros, vous faites un rachat instantané. 10 secondes après, comme un virement bancaire, l'argent, il est sur votre compte. Ouais. Donc, c'est extraordinaire. Donc, l'argent, il est vraiment disponible en moyenne sur tous les contrats en ligne, en tout cas chez nous. Entre le moment où vous demandez de l'argent et le moment où vous le récupérez, il faut compter 5 jours ouvrés. Voilà, donc on a quand même une souplesse pour récupérer son épargne qui est quand même assez forte. Très clair. Donc non, c'est pas bloqué. Ça peut même être retiré de manière instantanée. C'est quand même incroyable. Une autre critique qu'on voit souvent, l'assurance vie, c'est nul. Je te l'ai dit de manière très brute. Ouais. L'assurance vie, c'est nul, trop de frais. Qu'est-ce que tu dirais à ça? C'est quoi trop de frais? Donc quelqu'un va me dire, ok, moi je veux, mon obsession c'est les frais. Et je vais dire, ok, c'est super. Si c'est pas le seul critère pour investir. Si on se dit demain, ok, je veux acheter des actions. Je suis un obsédé du trading des actions. Ça m'obsède. Effectivement, on peut aller dans des opérateurs en ligne qui proposent des PEA avec 0 droit de garde, 0 frais de courtage, 0 rien. Voilà. Et faire ces opérations de gestion de trading de titres directement. Si derrière, quand on gagne 100, que le truc vaut 200, on paye 30% de fiscalité, globalement, si vous faites sur 100 euros de gain, j'ai acheté une action Apple à 100. Ça sera plutôt sur quel titre? Alors, on va prendre Nvidia, parce que c'est voilà, ceux qu'on a acheté ont eu la chance d'avoir des trucs sympas. Je l'ai acheté 100 sur un compte titre, elle vaut 200, je suis très content, je la vends. Je vais me retrouver à payer au cours de l'année 30 euros de fiscalité. Donc, il va m'en rester 170. Et si je rachète autre chose, je ne vais investir que ces 170. J'aurais pas eu de droit de garde, pas de frais, tout est super. Si j'ai acheté la même action Nvidia dans mon contrat d'assurance vie, je l'ai acheté 100. J'ai eu peut-être un petit peu de frais de courtage. Je l'ai vendu 200. Il me reste 200. Et ce sont ces 200 que je réinvestis. Et si on fait la même opération 2 fois de suite, globalement, j'ai peut-être payé un petit peu plus de frais sur le biais de l'enveloppe fiscale, mais globalement, j'ai juste payé beaucoup, beaucoup moins de fiscalité. Donc, en fait, la notion du trop de frais, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, ça, c'est le premier élément. Parce que si on veut des choses qu'on touche pas trop, et puis après, la majorité des comptes titres aujourd'hui, ou des PEA, à moins d'aller sur certains opérateurs où on paye vraiment pas grand-chose, même si vous avez 0,20, 0,30% de droit de garde, plus des frais par ligne, plus, ça peut aller toujours très vite. Mais même à 0,20, 0,30, nous aujourd'hui, chez Lynxea, on a des contrats à 0,50. Et si on vient ajouter tout ça, tous les mécanismes de fiscalité et de transmission, moi, je me pose aucune question. Parce que chez nous, chez Lynxea, on pourrait très bien se dire, au fond, si c'était aussi fantastique que ça, pour la majorité des épargnants, on ouvrirait probablement aussi une plateforme de compte titre. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas le cas parce que notre conviction, c'est qu'il y a énormément d'avantages, à l'exception de certains profils d'investisseurs qui ont des idées extrêmement claires. C'est ça, ouais. Par exemple, le PEA peut être à frais un peu plus, à frais minimisés. Un PEA à frais à minimiser pour quelqu'un qui veut investir en actions, françaises, européennes, ou en ETF. Ou en ETF, on peut trouver des choses. Même maintenant, il y a un ETF Action Mondiale qui est accessible en 5 euros. En PEA. Non, je dis pas que c'est extraordinaire, mais quelqu'un qui vous dit en fait, vous êtes sympa, vous. Mais moi, les actions, ça m'intéresse pas. Oui. Moi, je veux des trucs peinards. Voilà, si quelqu'un qui veut vraiment diversifier en classe d'actifs,
Sur PEA, c'est que des actions, forcément. Bah exactement. Ou des obligations, mais Voilà. à la marge. Et puis, il faut quand même s'y connaître un peu. Se dire, au fond, tiens, je vais investir sur des actions chinoises. Pour ça, il faut que je trouve l'ETF qui est... Et il faut trouver la plateforme. Enfin, voilà. Et tout n'est pas si simple. Donc voilà, parfois, ce qu'il faut, c'est que le différentiel de frais... faut tout regarder. Faut tout regarder parce Dans que c'est un ensemble global. On parle souvent C'est aussi du plan épargne retraite qui pourrait faire l'objet peut-être d'une autre interview. Mais il y a des PEA bancaires, des PER, pardon, des plans épargne retraite assurantiels et bancaires. Voilà, les droits de succession, ils sont à 100% dans un cas et ils sont quasi équivalents à l'assurance vie dans l'autre. Bah, si vous avez épargné sur un plan épargne retraite pendant 40 ans, vous avez une forte chance que le montant arrive à des niveaux importants. Bah, moi, je préfère pas payer de droits de succession s'il m'arrive quoi que ce soit que de me retrouver à 40%. Donc, c'est pour ça qu'il faut, dans les grandes lignes, le fait d'avoir un peu de frais sur les enveloppes ne doit pas être un frein à une démarche d'épargnant moyen-long terme. Enfin, nous, on n'a pas de dogme, en tout cas. Je te rejoins aussi, si tu parlais d'NVIDIA, donc imaginons on fait une plus-value de 100%. L'exemple aussi peut être avec des dividendes. Il y a des gens qui ouvrent un compte titre pour aller chercher des actions à dividendes. Si ils ont un yield, donc un rendement annuel autour de 2%, qui paye 30% dessus, 3 fois 2, 6, ça fait 0,6% de fiscalité par an, en fait, sur l'ensemble du portefeuille. Bien sûr. Et on serait en assurance vie, si on a 0,5% de frais de gestion, bah, ça serait plus intéressant finalement d'aller sur une assurance vie. Bah bien sûr, et si en plus de ça, je vends une action avec de la plus-value à l'intérieur, on est certain que j'ai payé plus. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder les trucs, et un investisseur A et pas un investisseur B. Voilà, effectivement, quelqu'un qui est extrêmement action peut avoir un intérêt à regarder le PEA et à se dire je vais réserver plutôt mes investissements sécuritaires à l'assurance vie. Mais voilà, il n'y a pas dans les stratégies d'épargne en tout cas la sélection des enveloppes d'épargne, d'avis trop tranchés à avoir. Très clair. Une autre critique qu'on entend beaucoup sur l'assurance vie, l'assurance vie, c'est l'assureur qui possède le capital. Que se passe-t-il si l'assureur fait faillite? Alors c'est vrai qu'en fait, quand vous investissez dans une assurance vie, en fait, c'est de l'argent que vous donnez à un assureur. Cet assureur, il a une dette envers vous. Et cette dette, il doit globalement, s'il lui arrive un pépin, la rembourser. Donc si l'assureur fait faillite, globalement, il y a une sorte de mécanisme d'assurance qui vous permet de récupérer jusqu'à 70 000 euros par assureur. Voilà. Donc la première question, quand on investit son argent quelque part, c'est qui s'occupe de mon argent? Voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier des assureurs de premier plan avec des niveaux de solvabilité qui sont élevés. Déjà, on va réduire les risques. Donc, ces ratios de solvabilité, ils sont publiés chaque année. Voilà, les assureurs sont très contrôlés suite à la crise de 2008. Donc, on peut quand même avoir beaucoup de visibilité. Maintenant, on peut très bien se dire qu'un assureur de premier plan va potentiellement faire faillite si c'est un assureur qui appartient à une énorme banque de réseau. Voilà, j'en citerai pas parce que mais globalement, il y en a certaines où un Français sur deux est client d'une banque de réseau dont je tairai le nom. Si vous êtes client de cette même compagnie d'assurance, est-ce que vous pensez sincèrement que l'État français va laisser une énorme banque en l'état si elle ne fait pas faillite, mais laisser tous ses assurés sur la vie dans une situation qui soit dramatique? Donc, c'est toujours ce sujet de quid de la faillite. Voilà, quid de la faillite. Bon, bah, évidemment, c'est possible. Et auquel cas, vous ne serez pas le premier remboursé. Il y a un fonds de garantie. Et puis, pour ceux qui sont extrêmement paranoïaques, on parle aujourd'hui beaucoup de l'assurance vie luxembourgeoise qui permet un mécanisme de protection qui est un petit peu plus fort parce que là, vous êtes le premier créancier, c'est-à-dire vous êtes le premier à qui on va restituer les capitaux. Voilà, le super privilège luxembourgeois. Exactement. Ben voilà, les contrats luxembourgeois, il y a des avantages, des inconvénients. Tout est pas. Il y a des choses très bien, il y a des choses qui sont plus complexes. C'est généralement beaucoup plus cher. Ticket d'entrée n'est pas le même. Ticket d'entrée n'est pas le même. La logistique de gestion, voilà, c'est pas les plus informatisés. Donc le digital, on est proche de zéro. Donc voilà, tout est pas. Mais ça peut offrir un niveau de protection qui est un petit peu plus élevé. Un autre peut-être mythe qu'on entend sur l'assurance vie, l'État peut saisir votre épargne. Non, l'État aujourd'hui, si on parle de la loi Sapin 2, l'État vous dit, voilà, si on a une situation qui est hyper extrême, il se peut que je vous empêche de récupérer une partie de votre argent temporairement. 6 mois. 6 mois qui peut être prorogé, je crois. Mais si c'était le drame et que ça mettait en péril l'intégralité des épargnants parce qu'il y a un vent de panique, il n'est pas aberrant que l'État intervienne
pour contrer un mauvais réflexe. Voilà, donc cette loi Sapin 2, elle n'est pas agréable. Elle n'a pas été appliquée en 2011, alors qu'on avait des pays européens qui étaient à 2 doigts de la faillite. Je ne veux pas dire que ça n'arrivera pas demain. Maintenant, on a quand même des situations extrêmes sur lesquelles ces mécanismes n'ont pas été activés. Mais si globalement le comportement des uns vient à nuire à 100% des autres, un mécanisme de protection ou de régulation et pas une aberration en soi. En revanche, on ne va pas venir taxer votre capital. Ben voilà, si ça arrive, c'est qu'on a une situation qui est un petit peu particulière. Très clair. C'est important de parler de tout ça parce qu'on entend vraiment... Donc oui, ça existe, mais ce n'est pas forcément pour votre malheur. On entend vraiment tout sur l'assurance vie. L'interprétation de ces sujets-là, on peut toujours avoir des sujets pour et contre. Il est possible que certaines personnes qui écoutent se disent « celui-là, il est complètement idiot, il me raconte n'importe quoi ». Très clair. Comment tu vois maintenant l'avenir de l'assurance vie? Est-ce que chez Lynxea, vous allez innover? Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, qui vont arriver comment tu vois les choses pour l'assurance vie à vision peut-être 3 ans, 5 ans, 10 ans? Alors, tu vois, c'est marrant parce qu'on en parlait avec mon associé, mais en tout cas, chez Lynxea, nous, on le voit bien l'avenir. Pourquoi? Parce qu'un épargnant d'il y a 10 ans, un épargnant d'aujourd'hui, un épargnant dans 10 ans, à mon avis, il recherchera les mêmes choses. Moi, je ne vois pas beaucoup d'épargnants se dire « bon, ce que je voudrais, c'est un produit d'épargne avec plein de frais ». C'est-à-dire que l'épargnant d'aujourd'hui, ça sera peut-être le même que dans 10 ans. Donc nous, là-dessus, on est bien positionnés. Moi, je voudrais un contrat d'assurance vie avec le moins de choix possible. Voilà. Donc ça, je pense que dans 10 ans, ce sera pareil. Et puis ensuite, quelqu'un qui vous dit « moi, ce que je veux, c'est un contrat où je fais que du papier. Et quand je téléphone, j'ai un super serveur vocal. » Donc, si on arrive après à continuer à proposer des produits avec peu de frais, des choix importants et un service ou des gens qui vous répondent qui sont compétents, globalement, l'avenir de l'assurance vie, il n'y a aucune raison à des modifications fiscales près qui ne soient pas radieux. Et concernant la fiscalité, c'est très compliqué. Mais je rappelle une nouvelle fois que c'est un produit qui est extrêmement populaire et que du coup, la probabilité qu'un gouvernement, quel qu'il soit, et des études l'ont démontré, qu'on soit globalement très très à gauche ou très très à droite, le fait de toucher à la fiscalité de l'assurance vie est quelque chose qui est délicat. Donc il est certain que les différents gouvernements ou projets de loi de finances feront toujours attention à ne pas mettre une communauté de gens qui votent dans une situation complexe. Donc là-dessus, nous, on est convaincus que l'assurance vie, pour l'instant, est un produit qui est fantastique, que les critères qui font que les gens vont continuer d'y aller vont perdurer sur le long terme. Voilà, et qu'après, ce qui fait en sorte que ce sera encore plus radieux, c'est qu'on démocratise un petit peu plus les stratégies d'épargne, les techniques d'épargne, comme tu le fais aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un point important. Puis après, dans ces contrats, nous, on essaye aussi d'apporter de la valeur ajoutée en étant, par exemple, quasiment l'un des premiers sur le marché français en 2022 à avoir commencé à référencer des fonds datés. C'est-à-dire, oui, les ETF, c'est très bien, mais de temps en temps, il y a des produits tactiques et être capable de dire aux gens, « Hé les gars, ce truc-là, ça a l'air pas mal. Nous, on va essayer de vous mettre les meilleurs produits possibles de cette thématique. » Voilà, ça fait aussi partie du rôle qu'on doit avoir vis-à-vis des épargnants. Ouais. Enfin, c'est la signature de cette émission, Secret d'investisseur. Tous nos invités nous livrent leurs petits secrets d'investisseur, ou en tout cas leurs meilleurs conseils. Déjà, est-ce que, Yves, tu peux nous dire comment toi, à titre personnel, tu investis ton argent? Alors moi, j'ai plusieurs contrats d'assurance vie pour les raisons que j'ai évoquées, parce que j'en ai certains où je vais avoir envie de faire plus de fonds en euros. Je me suis à peu près déterminé un niveau de risque moyen et je le pilote sur plusieurs contrats. Voilà. Et après, sur les produits que j'utilise, l'immobilier, quand j'en fais, je le fais pas forcément au sein de l'assurance vie. Voilà, je fais plutôt de l'immobilier direct. Voilà. Pierre papier ou en direct physique? En direct, ouais, exactement. Okay. Voilà. Et dans l'assurance vie, voilà, j'ai du fonds en euros, c'est mon petit truc, mon fonds de portefeuille. Je sais que ça me permet de répondre à des besoins divers et variés. J'utilise évidemment les ETF. En ce moment, ou en tout cas, dès que je le peux, j'essaye de choisir les tactiques. Parfois, ça a été les fonds datés. À d'autres moments, ça a été des fonds small cap qui sont assez difficilement réplicables en ETF sur des très petites valeurs parce qu'elles étaient sous-cotées. Donc, on peut aller chercher des produits un petit peu tactiques. Voilà, je fais pas d'action en direct. Voilà, c'est pas mon truc. Et je fais une famille de produits qu'on n'a pas évoqués, mais qui mériteraient peut-être un épisode à part entière, qui sont les produits structurés, qui sont des produits que moi, je maîtrise assez bien parce que j'ai eu la chance de prendre le temps de les découvrir et que je trouve être un bon intermédiaire entre de la gestion ETF, donc de la gestion passive,
et des produits actions. Voilà, donc ça, c'est ce que j'utilise. Et puis pour mes enfants, en tout cas pendant une longue période, j'ai utilisé des contrats dans lesquels je mettais des ETF leveragés. Voilà, Ok. c'est-à-dire qu'en clair, je mettais des primes mensuelles assez faibles, mais Ok. qui répliquaient 2 fois la hausse ou 2 fois la baisse du CAC 40, ce qui me permettait sur le long terme de me dire que ça allait monter, et qu'en mettant 25 € par mois, c'est comme si j'en mettais 50. Très clair. Et est-ce que tu as un petit secret d'investisseur, un petit truc pour toi qui fait la différence, ou en tout cas, quel est ton meilleur conseil peut-être pour bien investir? C'est de bien se poser au départ et de ne pas regarder son relevé de compte tous les jours. Parce que si on le regarde tous les jours et qu'on n'a pas cette démarche où on se passionne un petit peu plus, bah, on peut arriver à se rendre trop heureux ou trop malheureux. Or, au final, quand on sait qu'on doit prendre l'autoroute pour aller à Marseille et qu'on est sur l'autoroute, il ne faut pas tout le temps se dire « est-ce que je ne pourrais pas prendre cette sortie-là ?» Voilà, donc en fait, ce qu'il faut, c'est garder la direction qu'on a prise au départ. En fin d'année, faire un petit point de passage, regarder au fond si c'est cohérent, voilà, et pas dévier ou en tout cas se faire influencer de manière systématique parce que voilà, on quitte la méthode. Ça va être, par exemple, je pourrais prendre l'exemple de quelqu'un qui a 55, 60 ans, qui a 10 ans de la retraite, qui a encore envie de prendre beaucoup de risques. Bah, ça va être de lui dire, voilà, quand tu t'approches de la retraite, mets un système de d'écrêtage automatique de plus-value. Te pose pas de questions, tu sais que tu vas arriver à la retraite. Donc, quand tu arrives à 65, 67 ans, tu joues plus à la roulette russe. Si tes placements performent, pense à avoir de manière automatique des cliquets, parce que l'appât du gain peut vous dire, bah, je laisse encore un peu, je laisse encore un peu, je laisse encore un peu. Donc voilà, Ouais. le vrai truc, c'est de se mettre une méthode en tête et de s'y tenir. Peut-être se couper aussi des bruits médiatiques ou de la peur qu'on peut trouver sur Internet, dans les médias. Bien sûr. Et donc fermer les yeux, Et garder le cap. automatiser, garder le cap. Et garder le cap, voilà. Donc, pour un breton que je suis, c'est... Merci beaucoup Yves. Merci beaucoup Mathieu, et merci pour tout ce que tu fais pour les épargnants. Je profite de cette vidéo pour vous dire que si vous manquez de connaissances aujourd'hui et que vous souhaitez apprendre à bien investir en bourse et à bien construire votre portefeuille d'ETF pour pouvoir faire fructifier votre argent passivement, vous pouvez accéder à ma formation offerte. Dedans, vous apprendrez donc à transformer votre épargne et à développer votre richesse sur la durée et vous pourrez vous lancer en toute confiance. C'est le premier lien en description si ça vous intéresse.